permet qu'on pose des questions sans se passer la brosse à reluire. Mais comme c'est une femme de combat qui n'a pas l'habitude de mettre ses idées dans la poche, elle acceptera qu'on ne soit pas forcément sur la même ligne, mais l'important, c'est qu'on puisse avoir une vision non seulement du gouvernement, de la femme qui a été aussi dans une banque au service des entreprises et qui a aujourd'hui non seulement une responsabilité sur tout ce qui est le redéveloppement, le Made in France, et qui vise, j'espère, à ce qu'on n'ait pas cette mise en suspens comment dirais-je, la politique en faveur des PME. Enfin, pour ceux qui n'ont pas lu le supplément week-end des Échos, il y a notre ministre Agnès Pannier avec un beau chemisier vert. Donc, je vous invite effectivement aussi à revoir cet article en double page qui est assez complet. Voilà, Brigitte, je te passe la parole. Alors Brigitte, il y a un petit point technique que va faire Nicolas. Nicolas, si tu prends la parole pour expliquer un petit peu les modalités de diffusion et des choses comme ça. Juste, Bernard, te dire que nous n'avons pas pu lire le supplément Les Échos puisque en province, Prestalis fait grève. Tu dois le savoir, et que l'ensemble des magazines et des journaux nationaux ne nous parviennent pas jusqu'à la province. Peut-être que tu pourras nous l'envoyer par fax, parce qu'on en a encore dans le sud, ou peut-être... On vous l'enverra, mais ça, c'est pour les happy few parisiens. Nicolas Bouzou en fait partie, mais je plaisante un petit peu parce qu'on n'est vraiment pas parisien, on est vraiment très, très en empathie avec tout le monde, en tout le cas à la CPME, dans nos départements et dans nos régions. Quand Nicolas était avec nous à Las Vegas, il n'a pas eu ce magnifique portrait en l'occurrence. Voilà. Bon, voilà. Quand Nicolas est avec nous à Las Vegas, il ne disait pas qu'il aimait les Parisiens, donc ça me va. Il disent à qui veut l'entendre, des choses qui vont bien. Brigitte, Nicolas, on t'écoute pour commencer. Non, c'est Nicolas qui fait un petit point. Donc, juste avant de débuter, bien sûr, ce webinaire, juste vous préciser que, étant donné que nous avons atteint notre quota d'inscription et on s'en réjouit pour ce webinaire, nous proposons aussi une diffusion sur YouTube Live. Donc, n'hésitez pas à diffuser à vos adhérents, bien sûr, et à diffuser en live pour permettre une diffusion plus large de ce webinaire. Et d'ores et déjà, Brigitte Cornet, présidente CPM Bretagne, va débuter. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez la possibilité de converser. N'hésitez pas à insister d'ailleurs, ce qui permettra de vous faire remarquer. Bien, donc je vais commencer, on va démarrer maintenant cette webconférence. Alors bonjour à toutes et à tous, et un grand merci de nous avoir rejoints si nombreux pour cette webconférence interrégion CPME intitulée « Le jour d'après ». Alors pourquoi le jour d'après? Eh bien parce que c'est un séisme qui s'est abattu sur l'économie ce 17 mars 2020 en mettant à l'arrêt, sur décision gouvernementale, des dizaines de milliers d'entreprises en France pour un risque sanitaire majeur. C'est alors que nous avons vécu confinés pendant 2 mois en état de sidération, et c'est alors que des voix se sont élevées pour dire que rien ne serait plus comme avant, comme une promesse. Mais malheureusement, à l'heure où nous nous parlons, pour les entrepreneurs que nous sommes, le monde d'après n'apparaît pas comme l'Eldorado espéré. Pour l'instant, le monde d'après est d'ailleurs pire que le monde d'avant. Pour l'instant, nous avons une crise de l'offre, nous avons une crise de la demande, mais nous avons aussi une crise de la confiance qui se traduit par une augmentation de l'épargne. Et puis, nous redoutons tous l'effet domino de certaines défaillances. Voilà pourquoi nous avons besoin d'échanger sur le monde d'après, sans doute pour nous rassurer, nous préparer, anticiper des évolutions, peut-être entrevoir un avenir plus serein. Enfin, nous le souhaitons tous. Alors, ce séminaire, vous l'avez compris, sera co-animé par les représentants de 4 organisations régionales de la CPME, qui est, rappelons-le, la Confédération des petites et moyennes entreprises, qui défend et représente leurs patrons, et qui est présidée par notre médiatique et très efficace président national François Asselin. Alors, jusez-en quand même un petit rappel des dispositifs portés et obtenus durant cette crise par la CPME. C'est le lancement d'un fonds de solidarité pour aider les plus petites entreprises en leur attribuant une somme de 1 500 € pour les mois de mars, avril et mai, et à laquelle viennent éventuellement s'ajouter jusqu'à 5 000 €. C'est la possibilité d'obtenir ce fameux PGE, le prêt bancaire garanti par l'État à hauteur de 90% du montant emprunté, et ce, dans la limite de 3 mois de chiffre d'affaires. C'est le report du paiement des cotisations sociales et fiscales sur simple demande et leur annulation pour certaines activités. C'est la mise en place d'une avance de trésorerie remboursable pour aider les PME à redémarrer leur activité pour celles au moins qui n'ont pas obtenu de PGE.
c'est le remboursement à l'employeur par l'État du dispositif de chômage partiel, c'est l'assouplissement en matière de déclaration de TVA, le report de la déclaration de résultats en matière fiscale et bien entendu la levée du risque pénal pour les dirigeants en cas de contamination de leurs salariés par le Covid-19. Ça, c'est donc l'essentiel des mesures récentes obtenues et défendues par la CPME, et c'est sans parler des négociations en cours. Pour évoquer ce lendemain, nous avons donc invité deux personnalités. Nous recevrons tout d'abord Madame Agnès Pannier-Runacher, que je salue et que je remercie d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, avec lequel vous avez eu la charge de la gestion du dispositif de crise au sein de son ministère. Vous avez été notamment en charge d'organiser et de renforcer la production et l'approvisionnement en matériel à destination des personnels et des établissements de santé, en masques, respirateurs, surblouses, etc. Tous ces fameux équipements qui nous manquaient tant. Et dans l'objectif de construire l'indépendance de la France de demain, voulue par le président de la République, vous participez à la mise en place et à la structuration d'une filière industrielle française de production de masques de protection. Et nous venons de l'apprendre, une filière de la batterie pour soutenir la filière des véhicules électriques. Nous donnerons la parole ensuite à Monsieur Nicolas Bouzou. Bonjour et merci d'être avec nous également ce soir. Alors, vous êtes un économiste dit libéral et un essayiste français. Vous êtes également éditorialiste à l'Express. Vos travaux portent sur la croissance, la politique économique, l'organisation territoriale et la santé. Vous militez pour un effort très important au niveau de la formation professionnelle afin de faire baisser le chômage de masse. Vous militez comme nous pour la réduction des dépenses publiques, pour la réduction du nombre de fonctionnaires et des impôts des entreprises. Vous suggérez notamment d'augmenter très significativement les déductions d'IRPP à l'impôt sur le revenu des personnes physiques liées aux investissements dans les PME. Alors en juin 2019, il y a donc juste un an, vous affirmiez que les hôpitaux du futur devront être dirigés par des entrepreneurs audacieux plutôt que par des gestionnaires prudents. Qu'il serait intéressant d'avoir à nouveau votre position sur ce sujet après cette crise sanitaire inédite. Voilà donc pour une présentation très succincte de nos deux invités et sans doute très insuffisante, et je m'en excuse d'ailleurs auprès d'eux. Vous l'avez donc compris, cette conférence sera conduite à 4 voix dans l'ordre de nos interventions. Moi-même, je suis donc Brigitte Lecornet, je suis présidente de la CPME de Bretagne. J'ai une activité de conseil et je suis également co-gérant d'une entreprise agricole. C'est Bernard Cohen-Haddad qui assurera la première partie des discussions avec Madame Pannier-Runacher. Bernard est président de la CPME Île-de-France. Il est courtier en assurance. Olivier Morin assurera la seconde partie avec Monsieur Bouzou. Olivier est président de la CPME des Pays de la Loire. Il est entrepreneur dans le domaine du bâtiment avec des activités dans la construction et aussi dans l'architecture. Enfin, la conclusion de cette conférence prévue autour de 19h30, 19h45 reviendra à Samuel Sett, le très dynamique président de la CPME d'Occitanie. Samuel est cofondateur du groupe Adonis Éducation, qui possède des établissements de groupes d'enseignement supérieur privés dans toute la France, ainsi que des maisons d'édition scolaires et universitaires. C'est donc sans plus attendre que j'entrouvre la porte sur le jour d'après et que je passe la parole à mon ami Bernard qui accueille Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État. Merci Brigitte. J'ai découvert une speakerine avec Brigitte Lecornet. Il faut l'applaudir. Ah, si, tu es formidable. Je ne te connaissais pas dans ce rôle-là. Et je crois que si demain tu quittes ta ruralité sur les chaînes info, tu auras ta place. Avec les outils numériques, on peut rester dans la ruralité. Bien, Madame la Ministre, rebonjour et merci de nous avoir rejoints et pardon pour ce petit grippage à l'allumage dont je suis peut-être aussi l'un des responsables sur les mauvais codes de connexion. Vous avez été personnellement touché par le Covid, je le sais, puisque vous avez été malade, je crois. Non, donc vous n'avez pas été. En fait, c'est une légende urbaine. Ah, bah, c'est une légende urbaine. Malade, voilà. Donc, si je l'ai été, c'était asymptomatique, parce que je n'ai jamais eu de fièvre. Alors, c'était asymptomatique. Alors, la question que je voulais vous poser, c'est comment vous avez vécu vous-même au sein du ministère, avant de rentrer dans le vif du sujet, comment vous avez vécu la crise du Covid, après quand même une crise qui était celle des Gilets jaunes. Vous nous aviez réunis sur les Gilets jaunes et pendant la grève des transports.
Donc après à la fois les gilets jaunes et les grèves des transports, comment à Bercy vous avez vécu cette crise qui n'était pas prévue, bien entendu, et qui est tombée du jour au lendemain au mois de mars? Alors, d'abord, à Bercy, on a commencé à s'occuper de la crise de Covid à partir du moment où la Chine a été confinée, puisque ça a induit sur les chaînes de production industrielles françaises un certain nombre de conséquences, de risques sur certaines pièces, de difficultés d'approvisionnement. Et c'est la première étape de notre mobilisation. La deuxième étape, ça a été sur les filières événementielles et tourisme, puisqu'elles sont progressivement fermées, avant même la fermeture administrative décidée les 15 et 16 mars dernier. Et là aussi, il y a eu un certain nombre de travaux qui ont été menés pour accompagner les entreprises, pour savoir comment leur permettre de passer ce cap sans réellement prendre la mesure de ce qui nous attendait après. Je dirais que les 8 semaines de confinement, on les a vécues dans une course-poursuite dont les 2 premières semaines ont consisté à faire fonctionner le pays. C'est-à-dire, et vous l'avez vécu, je pense, vous en tant qu'entrepreneur, l'effet du confinement, à un moment, a mis en question énormément d'éléments. Est-ce que les réseaux numériques allaient tenir? Est-ce que les chaînes d'approvisionnement agroalimentaires allaient tenir? Avec toute une série de difficultés, puisque pour les entreprises qui continuent à travailler, la question du nombre de salariés qui venaient le matin se posait de manière assez récurrente, avec évidemment des peurs chez ces salariés d'être contaminés, donc de l'absentéisme important, toute une série de difficultés et de grains de sable dans le fonctionnement de la logistique, des déplacements, des transports, les franchissements de frontières qui devenaient extrêmement complexes. Donc, on a réappris ce qu'était un monde sans frontières. Objectivement, ça ne fait pas envie, avec des négociations en Allemagne parce qu'on tombait sur des douaniers ou des forces de l'ordre qui étaient un peu moins... qui n'avaient pas bien compris la consigne. Donc ça a été notre quotidien de manière très concrète, avec des interventions pour ici débloquer, réouvrir un centre de tri, là s'assurer du passage d'un camion de nuit pour s'assurer qu'il allait bien livrer telle région, des acheminements de matières essentielles et pas essentielles. Et vous avez vu qu'on a toujours été attentif à ne pas qualifier ce qui était essentiel et pas essentiel pour éviter les difficultés de certains de nos collègues. Et encore, je vois Brigitte Lecornet qui bouge la tête et je pense qu'elle pense au marché. Et ça a été en tout cas du point de vue de l'économie, une position de principe. Parfois, on n'a pas toujours eu gain de cause, mais de dire, en fait, toutes les activités, dès lors qu'il y a de la demande, elles sont essentielles, parce que c'est ça qui les qualifie. Donc ça a été notre quotidien les 2-3 premières semaines. Nous avons ensuite, et évidemment, la construction du plan d'urgence. Je pense que le ministère de l'économie et des finances a été au rendez-vous en termes de rapidité de prise de décision. Ça, c'est aussi l'acquis d'un certain nombre de membres de l'équipe qui ont vécu 2008. Moi, la première, puisque j'étais sur le sauvetage de Dexia avec mon camarade Emmanuel Moulin, qui est directeur de cabinet de Bruno Le Maire. Quelque part, on avait dans un coin de notre tête et dans un coin des services de Bercy une boîte à outils qu'on a activée extrêmement rapidement et pour le coup, intéressant de voir comment des services de l'État sont finalement capables d'enchaîner des décisions très rapides avec des projets de loi votés très rapidement et des décrets qui sont pris très rapidement et de se dire que ce mode de fonctionnement, peut-être pas obligé d'être dans une urgence permanente, mais ce mode de fonctionnement d'agilité est quand même utile dans un pays et un bon niveau de fonctionnement aussi avec, et de partage d'informations avec les entreprises. Puisque moi, je n'ai cessé sur les filières industrielles de les réunir tout le long du confinement pour répondre à des questions très concrètes d'autorisation d'ouverture de tel type de magasin, de facilité sur telle opération, de préciser à tel préfet qu'il n'avait pas forcément bien compris les directives nationales. Donc, il y a eu
cette agilité. La deuxième phase a consisté, une fois ces mesures d'urgence mises en place, à ne cesser de les ajuster et à nous à passer en mode industriel, alors que le chômage partiel, c'était des opérations manuelles, tout simplement, y compris d'un point de vue informatique. Vous avez une intervention humaine pour valider un dossier. Évidemment, lorsque vous avez 400 000 dossiers qui se présentent au portillon, c'est plus possible. Donc, d'avoir ce traitement pour faire en sorte que l'argent arrive sur les comptes en banque en temps utile pour tous les indépendants qui étaient dans des difficultés extrêmes, d'essayer de donner le maximum d'informations claires à l'ensemble de ces indépendants et d'écouter avec énormément de précision et y compris dans leur diversité, ces indépendants, pour ne cesser d'ajuster les dispositifs. C'est ce que nous avons essayé de faire au fil des conférences téléphoniques pour revoir le fonds de solidarité, prendre en compte les demandes d'abandon de charges sociales et fiscales, faire en sorte que les dispositifs soient lisibles. On a été très conscient du fait que pour un chef d'entreprise, la terre se dérobait littéralement sous leurs pieds, que vous avez une responsabilité face à des salariés qui s'attendent à ce que vous ayez toutes les réponses et que les réponses, elles se construisent au fil de l'eau par un État qui donne les informations au fil de l'eau. Donc, il y a une espèce d'ambiance très, je dirais, anxiogène. Bon. Peut-être se projeter maintenant dans ce qui est devant nous. Ce qui est devant nous, c'est l'accompagnement de la reprise avec une nécessité absolue de faire en sorte que l'activité reprenne avec un niveau de capacité le plus proche d'avant la crise. Je le dis notamment pour l'industrie et le BTP, puisque c'est des secteurs où nous sommes plutôt en retrait par rapport aux comparables européens. Si on regarde factuellement les chiffres, on n'a pas repris au même rythme que nos collègues européens. S'agissant du commerce et de l'artisanat, il y a évidemment tout le secteur qui sont encore administrativement fermés, pour lequel des décisions seront prises jeudi, plutôt bien orientées sur les cafés et les restaurants, mais là aussi, on répond à une méthode qui consiste à éviter de faciliter la recirculation du virus, parce que si on fait des stop and go, je pense que c'est mortel pour l'économie. Donc oui, Madame la Ministre, si vous me permettez, là, est-ce qu'on n'est pas, on l'évoquait avec Nick Bolabouzou, parce que c'est important. Moi, j'aimerais vous entendre effectivement, si vous me le permettez, parce qu'on a beaucoup de questions. L'État a mis le paquet, 400 milliards à peu près, ou peut-être beaucoup plus, en tout cas 450. Sur 450 milliards. 450, mais beaucoup de garanties. Donc, voilà. On va dire 450 milliards pour les 2 mois de confinement et pour le reste. Aujourd'hui, comment vous envisagez financièrement, au-delà, bien entendu, de l'ouverture et des protocoles qu'on peut peut-être alléger quand ça ira mieux, mais comment aujourd'hui vous envisagez financièrement d'aider les entreprises sur la durée? Parce qu'on sait très bien que ce que nous avons vécu, ce n'est pas à échéance du mois de septembre ou à échéance du mois de décembre, ça ira aussi sur 2020. Aujourd'hui, au niveau du plan de loi de finances, au niveau du budget, puisque vous êtes quand même dans le temple de l'économie à Bercy, est-ce que vous avez, j'allais dire, un deuxième soufflet ou un peu de dynamique supplémentaire sous le pied pour pouvoir dire il va falloir effectivement que ceux qui n'auront pas pu reprendre, etc., auront des moyens au-delà du 31 décembre 2020 ? Alors, ça va se construire aussi en fonction de la reprise, parce que le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on crée de la dette publique. Et le pari que nous faisons, c'est que cette dette publique, on pourra la rembourser dans le long terme à condition de recréer les conditions de la croissance. Et pour le moment, on est dans une attitude où on explique que ce n'est pas en mettant plus d'impôts que l'on va faciliter cette croissance. Et d'ailleurs, en 2011, les 2 éléments qu'on a appris de la crise de 2011, c'est qu'il faut mettre un chômage partiel important, parce que la reprise en 2011 avait été longue, parce que les entreprises s'étaient séparées rapidement de leurs salariés et du coup, au moment de la reprise, avaient eu du mal à recruter. Et le deuxième élément, c'est que l'augmentation des impôts qui a été décidée en 2008, l'augmentation des impôts qui a été décidée ensuite pour le 2011 a cassé la reprise de la croissance. Donc ça, c'est 2 leçons
sur lequel on a pris en compte dès le début de la réforme. Le chômage partiel aujourd'hui, c'est quand vous faites un dispositif pour amortir, il faut qu'il soit suffisamment amortisseur pour ne pas créer de la casse, mais qui permette aussi le rebond. Donc, suffisamment dur pour que derrière, vous puissiez rebondir. Parce que si ça devient trop mou, le risque, c'est, comme certains l'ont employé, c'est un peu l'idée de la morphine qui adoucit la douleur, mais dont on peine à se séparer. Et le travail dans lequel on essaye, enfin en tout cas la démarche dans laquelle on essaye de faire, c'est de faciliter au maximum le retour à l'activité, quitte à faire autrement. Et c'est là où le jour d'après est important, parce que dans le jour d'après, la question des consommateurs, de leur budget, de ce qu'ils sont prêts à payer, il ne va pas avoir de changement fondamental, voire il y a un risque d'appauvrissement qui fait que les gens ne seront plus regardants sur leur budget. Par ailleurs, beaucoup ont fait de l'épargne de précaution. Donc, il faut réinstaurer de la confiance pour que cette épargne de précaution se débloque et soit orientée vers les investissements risqués. On peut l'aider aussi par des incitations et soit réorientée vers la consommation, et plutôt de la consommation en circuit court et qui bénéficie, qui irrigue plus l'économie française que de la consommation qui repose sur de l'exportation lointaine. C'est ce qu'on fait dans les plans de soutien à l'automobile, on essaye de rester sur ces circuits courts, donc on a encore effectivement un petit peu de réserve d'action, mais il faut crédibiliser notre capacité à rembourser la dette. Je vois quelqu'un qui écrit comment on fait alors que les intérêts de la dette publique constituent un des gros postes de dépenses du budget. On le fait si on a une promesse de croissance derrière, c'est-à-dire que si l'argent de l'État est mis sur de l'investissement productif, et là il est très fortement orienté sur l'investissement productif, ou sur de la dépense budgétaire, mais qui va nourrir un cycle vertueux de redémarrage de l'économie. Si on oriente la consommation sur des entreprises qui vont redécoller, régénérer du bénéfice, remettre au travail leurs salariés, alors oui, on enclenche quelque chose. Et l'autre objectif, c'est de concentrer plutôt la dépense sur ce qui est capable de nous apporter des points de compétitivité supplémentaires. Je vais reprendre l'exemple du plan auto que l'on a annoncé aujourd'hui. On met beaucoup d'argent sous forme de subvention pour accompagner l'investissement dans l'usine du futur. Ça, c'est très concret. C'est que demain, ça va permettre aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire qui aujourd'hui n'ont pas nécessairement fait les investissements, d'investir sans alourdir leurs dettes et de gagner les points de compétitivité qui leur permettent de gagner des parts de marché en France, de maintenir leur part de marché en France et de gagner des parts de marché à l'international. Cette démarche-là, on l'a par secteur. Ok, Madame la Ministre, j'ai bien compris et c'est important de préciser, mais vous avez évoqué les exonérations, vous avez été avec Bruno Le Maire, à l'origine, effectivement, de me demander des exonérations de loyer auprès des foncières. On sait très bien que nos TPE-PME, parce que le public qui est là aujourd'hui, c'est quand même d'abord des TPE-PME, voire des indépendants, ne pourront pas avoir un report indéfiniment de charges ou de suspension. Il faudra bien payer l'addition, et cette addition-là, on le sait très bien qu'on ne pourra pas la payer. Donc, est-ce que vous envisagez quand même, et on verra tout à l'heure avec Nicolas Bouzou, un moratoire de dette sur les TPE-PME, parce qu'on sait très bien que l'activité prend du temps. On le voit bien à Paris-Île-de-France où l'activité est à 30%. Il suffit d'aller dans les transports en commun. Il y a peut-être du monde sur le périphérique, mais ça dure une demi-heure, alors que d'habitude, c'est 2-3 heures d'embouteillage. Donc, on a vraiment besoin de savoir si vous envisagez, peut-être que c'est dans les cartons, une exonération sur un certain nombre de points, de postes de dépenses aujourd'hui TPE-PME. Et ma question, elle est aussi celle-là. Est-ce que vous envisagez, c'est dans l'air du temps, un allongement en fonction des secteurs d'activité, du chômage partiel, s'il n'y a pas de reprise possible dans certains secteurs? Alors, concrètement, il y a des mesures en termes d'exonération de charges sociales et fiscales qui vont être présentées dans un prochain projet de loi de finances. Ça représente 3 milliards d'euros de charges sociales pour les entreprises des secteurs particulièrement touchés par le Covid. Donc,
vous avez la restauration, le tourisme, l'hôtellerie, la culture ou le sport. C'est 4 mois d'exonération pour les TPE et PME de ces secteurs. Et autre élément, c'est les entreprises fermées administrativement. Et là, c'est focalisé sur les TPE avec la définition moins d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, moins de 10 salariés. Donc là, vous avez une réponse, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous poussez devant vous les cotisations sociales et fiscales, mais en fait, dès lors que la loi sera votée, elles seront effacées pour ces entreprises qui sont concernées. Sur le chômage partiel, il y a une double approche. Pour les entreprises qui sont encore fermées, il y aura évidemment un accompagnement qui sera prolongé. D'ailleurs, le fonds de solidarité pour le tourisme, il est prolongé jusqu'en décembre. Donc, on va très loin. Et quand je dis le tourisme, c'est une compréhension assez large du tourisme, c'est-à-dire c'est la culture, l'événementiel, tous ces secteurs qui sont aujourd'hui quasiment à l'arrêt et pour lesquels on est en train de définir les codes NAF et qui bénéficieront de ces dispositifs. Pour les autres entreprises, la logique du chômage partiel, c'est d'accompagner la réduction de ce chômage partiel. Mais il n'est pas question d'arrêter et de débrancher brutalement, parce qu'on sait que si on débranche brutalement, finalement, l'argent qu'on aura mis au début servira à pas grand-chose, puisque la séparation des salariés se fera quasiment automatiquement. Par contre, il y a une incitation à la reprise du travail parce que malheureusement, d'abord, les quelques contrôles qu'on a commencé à faire sur le chômage partiel n'ont pas montré que des attitudes responsables de la part des entreprises. Et je vais dire, je lance la pierre à personne, mais c'est embêtant de faire travailler les gens tout en se faisant payer par l'État. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on a aussi pu observer dans certains cas des difficultés à redémarrer. Le sujet salarié en garde d'enfants, faute d'école, parce que c'est essentiellement ça, c'est un sujet qui effectivement est absolument essentiel et je le trouve d'autant plus essentiel que je suis personnellement concernée, donc je vois très bien à quoi ça ressemble. Hein. Un gamin de 9 ans qui reprend l'école une semaine du 15 au 22 juin, ça veut dire que c'est compliqué d'organiser la garde et ça, c'est un sujet qui est directement adressé par la ministre du Travail pour effectivement tenir compte de ces situations. Madame la ministre, dernière question pour moi, si vous me le permettez, avant de donner la parole à Samuel Sett. Cette crise est un chamboulement. Alors, je ne sais pas si le monde d'après, on verra tout à l'heure avec Nicolas Bouzou, mais sera le même que le monde d'hier. Ceci étant, on a eu une belle année en tourisme, on a eu aussi une belle année sur l'emploi en 2019. Ne l'oublions pas, les chiffres étaient bons malgré un certain nombre d'éléments perturbateurs. Moi, la question que j'aimerais vous poser pour terminer ma séquence avec vous, c'est est-ce que cette crise n'est pas l'occasion d'un aggiornamento dans les relations entre l'État, les collectivités territoriales, les grands groupes et les PME? Vous savez, on a ces fameux 12 milliards de délais de paiement et je sais que vous êtes très sensible à ça, compte tenu de votre parcours, le name and shame. Est-ce que ce n'est pas l'occasion de remettre un petit peu un coup de vis sans que ce soit toujours la sanction, parce qu'on a besoin aussi de liberté, on a besoin de souplesse dans nos économies? Est-ce que ce n'est pas aujourd'hui l'occasion de repenser l'économie, de repenser tout simplement une autre façon des relations commerciales, y compris avec le e-commerce, et de le faire sans diabolisation les uns des autres? Alors, plusieurs choses. D'abord, les délais de paiement, comme vous le savez, ça a été un des points d'attention depuis le début de la crise, puisque grand classique, c'est l'allongement des délais de paiement en période de crise. Deuxième grand classique, d'ailleurs, c'est la disparition des assureurs crédits. Et là aussi, on a autant que possible, et on sait que ce n'est pas facile, faire en sorte de garantir les assureurs crédits pour pas qu'ils disparaissent comme ils l'avaient fait en 2008. Donc, sur les délais de paiement, ce qu'on observe, c'est qu'ils n'ont pas augmenté. Mais c'est vrai que c'est une attention de tous les instants. Et je peux vous dire, on a passé des coups de fil, y compris parfois très directement, pour dire à certains grands groupes, en fait, ça ne va pas être possible ce que vous dites. Le courrier que vous venez d'envoyer à tous vos sous-traitants, à tous vos clients, il n'est pas acceptable. Mais vous avez raison. On l'a vu avec le printemps et je vous remercie pour votre intervention. Ça a été très efficace. Oui, par exemple. Il n'y a pas que le printemps, celui-là, il était sur Twitter. En tout cas, effectivement, il y a eu une bonne intervention de votre part et de Bruno Le Maire et on vous en remercie. Sur la logique donneur d'ordre sous-traitant, filière par filière, on a demandé à ce qu'il y ait un représentant des ETI et des PME qui puisse prendre la parole et faire en sorte que les donneurs d'ordre prennent leurs responsabilités et
qu'il y ait des accords. Et vous savez que la médiation des entreprises a été particulièrement active. D'ailleurs, je le redis, la médiation des entreprises, il faut s'en servir. Et sur les délais de paiement, on a même revu l'organisation parce qu'il m'était remonté par certaines TPE qu'en fait, la médiation des entreprises, à un moment, n'arrivait pas à trouver des solutions et que le dossier restait en suspens pour qu'il y ait un enchaînement derrière avec la DGCCRF. C'est-à-dire soit donneur d'ordre, sous-traitant ou client fournisseur trouve une solution qui n'est pas exactement conforme au droit, mais qui leur convient bien pour tenir compte, et ça c'est l'intelligence et la souplesse dont vous parlez et qui est très importante, soit ce n'est pas le cas où le rapport de force est défavorable et le fournisseur n'arrive pas à faire droit à quelque chose qui est légal, et là la DGCCRF doit pouvoir intervenir pour faire respecter le droit dans la mesure du possible. Je veux dire peut-être deux choses complémentaires. Ce qu'a montré aussi cette crise, c'est qu'on avait des outils numériques qui fonctionnaient pas si mal que ça et que la culture numérique avait progressé dans ce pays, au-delà des infrastructures numériques qui ont été testées et qui ont tenu bon. Vous avez plein d'exemples territoriaux, isolés, de commerçants, d'artisans qui ont utilisé le levier numérique, qui ont réussi à tamponner, pas tout, ça c'est clair, mais à tamponner une partie de leur charge parce qu'ils ont augmenté leur exposition en ligne et leur vente en ligne. Ça, il faut, et on a besoin de vous, le pousser au maximum parce que c'est une des réponses. On sait tous que vous n'allez pas travailler dans des conditions normales dans les mois qui viennent. Je pense aux restaurateurs. Une fois que vous avez diminué le nombre de couverts dans une salle, les conditions de rentabilité sont certainement pas les mêmes qu'avant de rentrer dans la crise. Donc, il faut pouvoir développer de la vente à emporter, de la livraison à domicile, des concepts additionnels et le numérique permet de le faire. Il y a un vrai enjeu à pousser ça. De même, on le voit sur le secteur événementiel, tout à fait, comment on organise des événements virtuels en s'appuyant sur le numérique. Et pour ça, il faut accompagner les entreprises, partager les bonnes pratiques. On a également créé une communauté de compétences numériques solidaires qui ont été des petits commerçants à développer des sites, à développer des petites choses, hein, Instagram, etc. Mais quand ça vous fait 1 000 €, 2 000 €, 3 000 € de plus sur un mois, on a effectivement fortement amélioré les choses. Je vais également signaler les entreprises en difficulté, puisque nous avons des enveloppes particulières, et il faut que vous en saisissiez, qui permettent de renforcer les fonds propres des entreprises en difficulté, des prêts participatifs, des avances remboursables, précisément pour permettre de gérer ce problème d'augmentation de la dette que vous avez, y compris au travers du prêt garanti par l'État. Donc là encore, il y aura aussi des dispositifs directs de renforcement de fonds propres, 1 milliard de FDES, 500 millions d'euros d'avances remboursables, des prêts participatifs, et pour toutes les tailles d'entreprise, de la très petite à la très grande. Vous avez mentionné la question des contrôles des pharmaciens versus la GMS. Je l'ai vu au passage, hein, j'essaye de lire en parallèle. Il faut savoir que d'abord, les pharmaciens ont forcément été plus contrôlés puisqu'ils étaient ouverts depuis plus longtemps et en vente, mais la GMS a également été contrôlée par la DGCCRF. En pharmacie, un contrôle sur 4 débouche sur une non-conformité. 1 sur 4. C'est plus qu'en GMS, c'est factuel ce que je vous dis, mais c'est la réalité. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des prix de gel hydroalcoolique qui n'ont pas toujours été respectés, des choses comme ça. Donc, on fait le maximum, et moi j'ai passé des consignes pour qu'il y ait un respect des délais de réponse, qu'on ne soit pas pressurant vis-à-vis des pharmaciens et pareil vis-à-vis de tous nos contrôles, qu'on soit à l'écoute, mais en même temps, quand vous n'avez pas le bon taux d'alcool dans une solution hydroalcoolique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas qualifiée, ou lorsque vous êtes au-delà du prix, ça pose un problème. Et là encore, hein, on n'a pas sanctionné, on a juste vérifié que les mesures correctives étaient mises en œuvre. Je pense que c'est… En tout cas, l'action de Bercy sur le prix fixé sur le gel et sur les masques a été bienvenue. Ça a évité un certain nombre de débordements. Si vous me le permettez, je vais donner la parole à Samuel Sett qui doit poser une question. Et j'aimerais juste dire à ceux qui nous posent la question de savoir pourquoi le pré-rebond aujourd'hui en Île-de-France est un peu bloqué, c'est parce qu'il y a une surcharge du site. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus d'argent, donc ne vous inquiétez pas. C'est vrai que ce qui a été mis en place par la région Île-de-France avec l'État sur un certain nombre de dispositifs fonctionne bien, mais c'est que
la plateforme, comme pour la directe à un moment, est surchargée et donc il faut trouver les moyens. Il y a tellement de demandes. Donc ne vous inquiétez pas pour ceux qui posaient la question sur le prêt rebond ou le prêt résilience de la région Île-de-France. Ce sera disponible très bientôt. Il y a encore de l'argent, ainsi que sur le PGE jusqu'à la fin de l'année. Samuel, tu as la parole. Merci Bernard. Madame la ministre, on est nombreux, donc je vais juste, si vous me permettez, essayer d'attirer votre attention sur 3-4 points. Je sais que vous êtes à la croisée des chemins des informations, donc vous les avez peut-être ces informations, mais je m'en voudrais de ne pas bénéficier de votre présence, de ne pas vous le dire. La première est qu'il est incontestable que le PGE a été un outil d'une rare puissance pour sortir les entreprises de la situation dans laquelle elles ont été durant la période de confinement, qu'on peut assimiler à une phase de congélation, de cryogénisation, si j'ose dire. Et on sait, on ne va pas y revenir dessus, que c'est la sortie de cette décongélation, si j'ose dire, qui va être finalement la plus dangereuse. Donc je ne vais pas y revenir dessus. Je souhaiterais attirer votre attention sur l'inquiétude qui est la nôtre quant à la possibilité d'amortir ce PGE et la maturité du prêt qui est prévu à ce jour, qui est de 5 ans maximum. Et force est de constater qu'un simple calcul rapide, une règle de 3, faisant un rappel entre la valeur ajoutée moyenne des petites entreprises et la possibilité qui sera la leur d'éventuellement pouvoir rembourser dans une période de 5 ans est quasi nulle, et qu'en conséquent, il faudrait peut-être envisager une maturité plus longue que celle qui est initialement prévue. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est qu'au moment où nous avons signé ces prêts garantis par l'État, pour des raisons que l'on peut techniquement comprendre, nous n'avons pas signé en connaissance de cause du taux à condition de l'amortir sur 5 ans. Nous ne connaissons que le prêt à 1 an. Il risque d'y avoir des situations suivantes, c'est que dans 1 an, un peu moins, dans 10 mois à peu près maintenant, les entreprises seront dans l'incapacité la plus totale de rendre ces fonds et se retrouveront donc en situation de faiblesse pour signer n'importe quel taux, dans n'importe quelle condition, et on aimerait s'assurer que vous puissiez regarder ça de près. Madame la ministre, vous savez que l'Occitanie en particulier, mais la CPME en général, a été très attentive à la distribution du PGE, tant que nous avons considéré que c'est un formidable outil, à condition bien entendu qu'il puisse être irrigué sur l'ensemble du système économique, étant entendu que les petites boîtes représentent une part importante et que sur le PGE, Agnès Pannier, 95%, les chiffres de frais de la Banque de France sont à destination des TPE-PME. Pour répondre à Samuel 7, nous dites-vous? Alors, je dis 2 choses. La première chose, c'est sur le taux. Le taux, c'est le taux de la ressource. Ça, c'est l'engagement des banques. Donc, en fait, et ça sera suivi évidemment par la CPR et par l'État. Donc, de ce point de vue-là, il n'y a pas de mauvaise surprise à attendre, puisque ça dépend de la situation de la banque, ça ne dépend pas de la situation de l'entreprise. Et vous avez constaté que vous avez un coût de la garantie, et que ce coût de la garantie va augmenter chaque année. C'est ça la construction. Vous avez la possibilité de faire donc, du 1 plus 5 ans. C'est 6 ans pour rembourser avec la possibilité de décaler le remboursement au-delà d'1 an avec l'accord de la banque. Mais là, la médiation du crédit sera également présente si ces accords sont difficiles à obtenir. Troisième point, et j'insiste sur ce point-là parce que on a en France un droit des entreprises en difficulté qui est un droit qui est très bien fait avant la rentrée en procédure de redressement judiciaire. Il est très bien fait, mais beaucoup d'entreprises arrivent tardivement dans la prise en charge. Vous avez, pour des entreprises qui ont des structures bilancielles qui sont déséquilibrées, vraiment intérêt très vite. Alors, là, dans les 6 mois qui viennent, il faut regarder comment repart l'activité et quels sont les fondamentaux nouveaux de cette activité. Mais vous avez intérêt à aller très vite vers de la conciliation, des mandats ad hoc, etc., pour restructurer votre bilan. Et des plans de continuation, c'est des remboursements sur 10 ans. C'est des choses qui se négocient avec les banques. C'est des choses dans lesquelles l'État peut jouer sur le passif social et fiscal. C'est l'un des cas où on peut jouer sur le passif social et fiscal. Et donc, ces outils-là, il va falloir les utiliser dans leur continuité. Nous, on s'est préparé avec les mandataires judiciaires et les administrateurs judiciaires à anticiper cette vague d'arrivée. Enfin, il y avait une question que j'ai vue au passage qui était où c'est-il qu'on trouve les avances remboursables, les prêts participatifs? C'est BPI qui va
être à la manœuvre pour les petites entreprises. Donc, la circuiterie, si je peux utiliser ce terme, est en train de se mettre en place et c'est donc vers BPI qu'il faudra vous tourner. Samuel, dernière question. Oui, rapidement. La deuxième, c'est plus un commentaire, un ressenti, si j'ose dire, du terrain. Mais il y a deux choses. La première, c'est que concernant la relocalisation, on en entend beaucoup parler. Le ministre Le Maire, vous y avez fait référence. Ce sont des vœux intéressants. Il faut quand même prendre en considération que tout le monde ce n'est pas vrai, paie à payer plus pour avoir des produits français. Or, on sait que c'est le marché et donc les consommateurs qui vont déterminer ce genre de choses. Donc ça, c'est le premier élément. La deuxième, donc, c'est qu'une relocalisation, elle devra s'envisager notamment parce que les coûts seront acceptables et depuis 40 ans, on sait très bien que nous avons les taux de prélèvement, on sait pourquoi, mais c'est factuel. Parmi les plus importants, pour ne pas dire le plus important des pays de l'OCDE. Ça, c'est juste un petit commentaire. Et un autre commentaire, c'est que les petites entreprises vont devoir faire des efforts de mutation et de transition numérique. Je suis content que vous soyez enthousiaste et optimiste sur le chemin qui est engagé, mais la marche est encore longue parce que les petites entreprises vont devoir modifier aussi leur façon d'être, leur façon de manager. Et si des activités de travail à distance se mettent en œuvre, eh bien, on devra passer d'une forme de management quantitatif, c'est-à-dire j'ai les gens sous les yeux, je fais 35 heures, à un management dit qualitatif, c'est-à-dire il y a des objectifs à atteindre, le tout dans un cadre précis d'horaire, et ceci va impliquer des modifications qui sont d'une rare violence pour les petites entreprises. Et je pense que là, on aura besoin d'avoir une orientation assez claire. Et je me dois de vous dire que ceci, quand on entend un certain nombre de discours, notamment politiques, mais parfois au sens plus large, parlant de redistribution, d'augmentation de taxes ou de ci, de ça, alors qu'on pense déjà être au maximum, c'est un sujet pour nous d'inquiétude. C'est-à-dire, est-ce que la refonte et la remise en œuvre obligatoire qui nous attend avec le Covid va obligatoirement passer par une rehausse des impôts, ou est-ce qu'on pourra à un moment donné se poser des questions sur l'organisation au sein de notre pays, de notre État? Alors Samuel, question fondamentale, mais Madame la Ministre, vous allez répondre à deux questions, à celle de Brigitte, parce que je ne voudrais pas que vous nous quittiez sans que Brigitte ait posé sa question, parce qu'on va dire après qu'on n'est que des hommes. Donc Brigitte, et puis on ne l'est pas, d'ailleurs Brigitte a une question importante. Brigitte pose la dernière question et Madame la Ministre répondra à celle de Samuel et la tienne en même temps. Et Olivier, je m'en voudrais qu'Olivier ne parle pas. Olivier aussi, alors. Pardon. Alors, Brigitte. C'est pas vraiment une question, je veux juste attirer votre attention sur quelque chose que vous avez dit au début de votre intervention qui me gêne un peu. Vous avez dit qu'il n'y a pas d'activité essentielle et d'activité non essentielle. Je suis désolée, au tout début du confinement, il a bien été question d'activité essentielle. Moi, je me souviens d'une réunion à la préfecture le matin, préfecture régionale le matin, où notre préfète nous expliquait que les activités essentielles seules pouvaient fonctionner, et une réunion à la préfecture départementale l'après-midi, où le préfet, lui, départemental, nous disait que non, il n'y avait pas d'activité essentielle. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'on est en train de faire une différence dans l'accompagnement des entreprises sur le fait qu'elles ont eu une fermeture administrative ou pas. Or, au tout début, si vous vous souvenez, on a tout fermé, seuls ont été laissés en activité les commerces alimentaires et toutes les activités qui permettaient d'assurer l'alimentation, bien sûr, l'approvisionnement, etc. D'ailleurs, vous noterez au passage quand même, ça c'est quelque chose qui m'insupporte, c'est qu'effectivement la grande distribution a pu distribuer des produits que des petits commerces ne pouvaient pas distribuer, hein, des chaussures, des livres par exemple. Il y a eu une distorsion de concurrence au niveau de ces établissements, qu'ils soient grands ou petits, et que franchement, il faut quand même être très vigilant maintenant sur l'accompagnement de ces petits commerçants qui n'ont pas pu travailler parce que, et même il y a d'autres entreprises, hein, moi je n'ai pas de souvenir d'activités qui ne se soient pas posé la question à un moment de savoir si elle était en capacité ou pas, ou si elle avait la possibilité de continuer. Vous prenez les professions libérales, on a eu le même souci.
Il y a eu des entreprises Brigitte, effectivement. on t'a compris, Brigitte, parce on a compris la question activité essentielle. Olivier, parce que j'en rajoute à chaque fois à la ministre, donc elle a un package. La pauvre, elle va falloir qu'elle réponde en 2 minutes à 3 questions fondamentales. Olivier, pour la DER des DER, parce qu'elle doit nous quitter, et je m'en voudrais de reporter aussi notre échange avec Nicolas Bouzou, qui nous attend depuis 1 heure maintenant. Alors, je vais essayer d'être bref et ce n'est pas non plus une question, c'est plutôt une remarque. J'ai beaucoup de respect pour le travail que vous faites tous, hommes et femmes politiques. Évidemment, votre tâche est très compliquée. Mais je suis toujours heurté par certains propos, comme j'ai pu être heurté par ceux de Madame Pénicaud à l'égard d'une branche professionnelle, en particulier celui du bâtiment, qui dès le départ a laissé le doute sur la bonne volonté, sur le caractère honnête des chefs d'entreprise. Et ça nous blesse particulièrement. Alors, quand vous avez évoqué tout à l'heure le chômage partiel, le contrôle sur l'activité partielle, et que vous avez pu en ressortir quelques brebis galeuses, quelques mauvais élèves, je ne crois pas qu'il faille en faire une communication à tout prix de ces éléments-là. Il faut évidemment les chasser, les combattre, ces mauvais élèves. Et pour autant, il ne faut pas mettre en avant tous ceux qui ont un comportement vertueux et qui font notre économie au quotidien. Donc, moi, je voulais juste vous alerter sur ça, sur les éléments de langage, parce qu'on a besoin de garder confiance en vous. Vous avez besoin d'avoir confiance en nous pour que nous, on puisse envisager l'avenir. Alors, Agnès Pannier, ces questions et ce name and shame sur un certain nombre de brebis galeuses et les effets d'aubaine qui ne représentent quand même pas la majorité des entrepreneurs, il faut quand même le reconnaître, et vous l'avez dit tout à l'heure d'ailleurs. Hein. Alors, d'abord, il n'y a pas de name and shame. Hein. Oui, on fait des contrôles, mais on n'a pas donné le nom de Pierre, Paul ou Jacques sur ces sujets-là. Par contre, on fait des contrôles parce qu'on a y compris des salariés qui nous contactent. Et pour la confiance pour les salariés, c'est aussi important qu'ils aient le sentiment qu'il y a un État qui est là et qui fait le boulot, parce que même ont le sentiment d'ailleurs ils ne savent pas bien s'ils ne font pas quelque chose de mal et sur lequel leur responsabilité peut être mise en cause. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, alors il y a plein de questions dans ce que vous m'avez posé, sur la question des relocalisations et de la compétitivité. Les relocalisations, on ne les fait pas en les subventionnant. Parce que ça n'a pas de sens de relocaliser une production qui ensuite ne trouverait pas son marché. Les relocalisations, c'est sur des éléments à valeur ajoutée sur lesquels on travaille pour être sûr qu'on est compétitif et qu'on va pouvoir vendre à un prix qui soit internationalement acceptable. Ce qui veut dire des investissements dans un certain nombre d'outils, machines à commande numériques, robots, cobots. Donc, c'est plutôt pour des plus grandes entreprises, mais ça vise aussi beaucoup de PME. Et l'enjeu, c'est d'aider les PME à passer ce cap et à faire des investissements qu'elles n'ont pas pu faire peut-être par le passé. Parce que d'ailleurs, on le sait, hein, en France, il n'y a peut-être pas assez de fonds propres dans les PME, peut-être un peu trop de dettes et que ce n'est pas toujours facile de négocier avec sa banque un investissement dans l'usine du futur ou ce type, ou encore pire, dans la numérisation de son commerce. Ça, c'est le premier point. Ensuite, la compétitivité, elle passe par les impôts. Et moi, j'ai été très claire au Parlement tout à l'heure en disant il n'est pas question, alors qu'on a à peine démarré la reprise, de commencer à parler d'imposition, alors qu'effectivement, et vous le dites très bien, nous sommes le pays de l'OCDE, nous sommes le pays de l'Europe où le niveau d'impôt est le plus élevé sans grand compétiteur en face à nous. Et même si nous avons baissé les impôts, et nous les avons massivement baissés cette année, en 2020, c'est brut de l'histoire, puisque nous avons baissé l'impôt sur le revenu de 5 milliards d'euros, c'est une décision de décembre 2019, et nous avons continué à baisser la taxe d'habitation qui théoriquement devrait aider à nourrir la consommation, et on espère que ça va pouvoir marcher. Effectivement, il ne nous paraît pas essentiel de augmenter les impôts là brutalement. La deuxième chose, c'est les impôts de production. Sur les impôts de production, on était rentré on travaillait sur un pacte productif, on avait mis en évidence un écart entre les impôts de production français et les impôts de production européens, et on reste sur le même diagnostic, qui est que nos impôts de production sont trop élevés et qu'ils ont je dirais, un défaut originel, c'est qu'ils impactent l'entreprise avant même qu'elle ait eu la capacité de générer du bénéfice.
Donc, c'est l'impôt, entre guillemets, enfin, pardonnez, mais ce n'est pas le plus intelligent qu'on puisse positionner pour accompagner les entreprises, a fortiori lorsqu'elles ont leurs marges qui se compressent parce qu'elles ont plus de coûts opérationnels et moins de clients. Et puis, le dernier élément de compétitivité, c'est la direction dans laquelle on pousse. Jusqu'ici, les crises en France, elles se sont faites par diminution du nombre de salariés, mais pas sur une discussion de modération salariale. En moyenne, je caricature un peu. Ce que nous, on pense, c'est qu'on a sur les rémunérations qui sont au-delà de 2 SMIC. Je ne parle pas des rémunérations en dessous de 2 SMIC, mais au-delà de 2 SMIC, c'est souvent le cas de l'industrie. Vaut mieux discuter partage du temps de travail et modération salariale que discuter diminution drastique du nombre de salariés. En tout cas, c'est vers cette dimension-là d'aller vers des accords de performance qui sont aujourd'hui permis au niveau de la branche et au niveau des entreprises que l'on veut pousser les entreprises à discuter. Et ça, c'est aussi un élément de compétitivité. Donc, la relocalisation, il ne faut pas être dans le déni de la compétitivité du site France et il faut regarder ce qui marche. Ceci dit, le site France, c'est aujourd'hui la première destination pour les investissements directs étrangers et on vient de recevoir les éléments pour 2019. C'est encore sous embargo, mais je peux d'ores et déjà vous dire que c'est plutôt pas mal. Alors, c'était en 2019, mais ça veut dire que les efforts qui ont été faits pour vendre le site France fonctionnent. Sur les activités essentielles, vous l'avez très bien résumé, hein, la position constante du ministère de l'économie et des finances, c'est qu'il n'y avait pas d'activité essentielle. Toute activité, à partir du moment où il y avait un client, devenait essentielle par nature, puisque ça voulait dire qu'il y avait quelqu'un qui avait besoin de ça. Et nous, on a refusé toujours de prendre, ne serait-ce que dans les arrêtés, vous avez pu le voir, de dire ceci est essentiel. Et on a été très critiqués parce que la Belgique l'a fait, l'Italie l'a fait, et en fait, on s'est aperçu que ça a donné lieu à beaucoup de changements de dérogations, parce que quand vous donnez un code NAF, il n'est pas forcément, il ne dit pas tout de ce qui se passe dans l'entreprise et de toutes ses activités, ses services et ses produits. Mais effectivement, dans l'application quotidienne, on a dû batailler à certains moments pour expliquer que d'où tel gendarme décidait qu'une activité était essentielle ou pas essentielle, d'où tel sous-préfet décidait, voilà. Et ça a été dans les éléments de mise en œuvre, une discussion que nous avons eue au titre du ministère de l'économie. Et je sais, pour avoir traité certains dossiers, qu'il y avait de la frustration et que cette frustration était parfaitement légitime par rapport à ce que vous avez pu entendre des services de l'État. Mais systématiquement, on a traité les sujets. Et Muriel Pénicaud, vis-à-vis de son inspection du travail, systématiquement, elle a traité le sujet aussi. C'est-à-dire, elle a rappelé son cabinet, tel inspecteur du travail, de tel endroit du territoire, qui disait « Ah, je ne suis pas sûre que vous pouvez rouvrir, etc. » Bah si, ce n'est pas à vous de juger. Ce que vous devez juger, c'est la qualité des conditions sanitaires. Ce n'est pas exactement la même question. Et donc, il faut rester dans ce qui a été défini par le collectif. Sur ensuite le traitement, on va dire, en termes de soutien. Les activités qui ont fermé administrativement, elles ont des dispositifs qui peuvent être automatiques. Mais les autres activités, parce que ça permet de traiter beaucoup de dossiers à la fois. Une fois que vous avez été fermé, vous savez qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires, ce n'est pas la peine de se poser des questions métaphysiques, il n'y a pas de chiffre d'affaires, donc on ouvre, par exemple, l'annulation des charges sociales et fiscales. En revanche, vous conservez la faculté, dans les autres secteurs, de demander la mesure, le bénéfice de la mesure. Je le dis, donc il ne faut pas hésiter à demander, à dire « voilà ma situation de trésorerie, voilà concrètement quelle a été mon activité, je suis chocolatier festif, j'ai juste eu 0 client, c'est factuel. Alors oui, j'étais dans l'alimentaire, mais en fait, personne n'a mangé du chocolat, donc j'ai dû fermer à un moment et j'ai besoin de cette aide. » Et ça, c'est quelque chose qu'effectivement, on regardera. Donc, il n'y a pas un traitement différencié, il y a juste une analyse où on dit il faut qu'on ait des mesures industrielles automatiques pour pouvoir traiter les autres dossiers. Sinon, si on traite 400 000 ou 900 000 entreprises ou 1 million d'entreprises, suivant les cas, hein, le fonds de solidarité, c'est plus d'1 million d'entreprises. Au cas par cas, en 2025, on s'en reparle et les entreprises auront déposé entre les deux. Alors, la question, donc vous avez les questions le numérique. Moi,
je pense qu'il y a un enjeu majeur et là, vous avez un rôle à jouer en tant que fédération, en tant que confédération, d'accompagnement. Effectivement, la confiance, il va falloir la rétablir et c'est un sujet collectif. C'est-à-dire, certains disent, est-ce que ce n'est pas le moment de réinventer la façon de travailler? Je pense qu'en tout état de cause, l'enjeu qu'on a devant nous, c'est d'arriver à faire travailler à tous les étages l'ensemble des entreprises par filière, petits, grands, fédérations mobilisées, numériques qui aident le physique. Il ne s'agit pas d'opposer le commerce physique et le commerce numérique. Il s'agit de dire que la numérisation, ce sont des technicalités, c'est des outils qui sont à votre disposition et qu'en tant que commerce physique, vous avez une expérience client qui est incomparable avec un commerce numérique, mais vous avez le droit d'utiliser leur code. Vous avez le droit d'avoir un compte Instagram qui donne envie de venir chez vous. Et ça booste votre chiffre d'affaires. Et ça s'apprend et ça ne doit pas nécessairement coûter beaucoup d'argent. Donc, il faut être efficace. Et là, on a besoin de gens qui connaissent ces secteurs-là et qui accompagnent. Donc, ça, c'est vraiment un sujet sur lequel ce n'est pas l'État qui va décider, qui va décréter ces changements. Vous avez raison de dire que culturellement, c'est un énorme changement, mais c'est vraiment une porte de sortie qu'il faut ouvrir et sur lequel on a besoin de vous, on a besoin des petits, des gros, des moyens, de tous ceux qui sont engagés, de ceux qui sont leaders pour tirer les autres, ceux qui n'ont pas encore adopté ces techniques et en découpant l'éléphant, c'est-à-dire en commençant simple et en voyant que, ah bah tiens, j'ai gagné 5% de chiffre d'affaires, pas si mal cet investissement, pas si mal cette nouvelle techno que j'utilise. J'ai noté, alors, pourcentage de chiffre d'affaires. Oui, non, ça, c'était effectivement pour les activités fermées administrativement. Alors, Amazon, pourquoi on le taxe Amazon, on le taxe. Je rappelle qu'on est le premier pays au monde à avoir mis en place une taxation des plateformes numériques et qu'on l'a fait contre un acteur qui est à la fois un partenaire et un concurrent qui n'était pas du tout d'accord avec cette approche. Et que c'est cette taxation qui a permis à 3-4 pays de commencer à déposer, alors dans leur propre parlement, le même type de projet, et que c'est ça qui a conduit l'OCDE à proposer une taxation minimale des grandes entreprises avec 2 piliers, un pilier propre numérique, pour dire le physique est plus taxé que le numérique, et avec un deuxième pilier qui est sur, je dirais, l'organisation, les grands groupes internationaux dont certains organisent un peu la circulation de l'argent et du coup rendent plus difficile la perception d'impôts. Apple est une entreprise qui fabrique, ce n'est pas une plateforme numérique et pourtant la poids de l'impôt est assez faible chez Apple. Donc là aussi, c'est l'idée que un 10, un 15%, c'est le minimum de taxation d'impôt. J'essaye de suivre les dernières questions que vous me posez. Il y avait la question sur l'effet d'aubaine. Je ne sais pas si vous y avez répondu. Sur l'effet d'aubaine sur quoi, pardon? De certaines professions, vous savez, vous avez évoqué à un moment, Madame la Ministre, qu'effectivement, le chômage partiel ou certains contrôles… Ma première réponse, c'était de dire on ne fait pas de finger pointing, on ne fait pas de name and shame. On évite, moi je dis, l'économie, ça rime avec social, écologie et les oppositions sont des oppositions paresseuses parce que l'économie, ça veut dire 2 choses. C'est l'art de diriger sa maison, c'est de là que ça vient, et c'est l'art de diriger sa vie. Donc, c'est ça l'économie. Et quand on dit économie égale profit, là, on a effectivement juste l'idée de concentrer les profits, ce n'est pas la bonne vision de l'économie. L'économie, c'est d'abord comment on crée de la richesse, comment on la distribue, comment on crée des produits et des services qui sont utiles aux gens. Et de ce point de vue-là, on a un discours très clair au niveau du gouvernement. Madame la Ministre, merci pour votre intervention, c'est très clair. Est-ce qu'on peut prendre date avec vous pour se revoir au mois d'octobre ou de novembre? Je sais que ce n'est pas la période la plus facile, mais ça nous permettrait aux uns et aux autres peut-être de faire le plan quelques mois après, avec les mêmes intervenants bien entendu, et peut-être d'autres qui veulent nous rejoindre, pour faire ce bilan après l'été et surtout comment on peut envisager, je l'espère sereinement, puisque vous savez qu'on joue beaucoup à se faire peur et je voulais vous entendre peut-être in fine sur ce discours qui est d'ajouter à l'angoisse de l'inquiétude ou à l'inquiétude de l'angoisse, de dire les licenciements et ceci, cela.
Est-ce qu'on n'a pas besoin de retrouver la volonté de travailler ensemble, la volonté peut-être de faire un effort les uns les autres et aussi de respecter, bien entendu, les rythmes de vie, c'est-à-dire la capacité tout simplement de mieux vivre et mieux travailler dans une entreprise? Alors, moi, je partage complètement ce que vous dites, c'est-à-dire que la clé de la reprise, c'est effectivement le fait de se retrousser les manches, de se dire qu'il y a des choses utiles qu'on a appris au travers de cette crise, qu'on a appris qu'on pouvait télétravailler et que ça ne marchait pas si mal. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on télétravaille tout le temps, à tous les moments, mais que du coup, il y avait des gains d'organisation, des gains de déplacement, de temps de déplacement. On a appris qu'on pouvait faire des économies drastiques d'émissions de CO2, ce n'est pas inintéressant. On a appris qu'on pouvait prendre des décisions administratives très vite. On a appris que quand on relâchait certaines réglementations le temps d'une crise, les entreprises étaient responsables et que c'était peut-être un chemin intéressant à poursuivre. Et on a appris aussi, puisque vous avez des entreprises qui ont travaillé dans des conditions incroyables, enfin, certaines sont montées jusqu'à 60 heures de travail par semaine, donc on a appris à avoir une très grande flexibilité et que finalement, ça marchait pas si mal et qu'il fallait effectivement être capable d'être peut-être de mettre plus de flexibilité, de donner plus confiance aux entreprises et surtout de s'appuyer au maximum sur le travail social, sur le dialogue social au niveau de chaque entreprise et de ne pas vouloir faire le bonheur de chacun, de tous malgré eux. Et donc ça, c'est un point important. Donc moi, je vous engage encore une fois à être très direct avec nous, à nous remonter les points de difficulté parce qu'encore une fois, cette reprise, elle est semée de plein de petits micro-points d'embouts, de choses qui font perdre du temps, etc. Il faut qu'on les traite au fil de l'eau et très rapidement. On est à votre disposition. Effectivement, on peut prendre date pour septembre, octobre, mais moi, je compte aussi sur vous et pour nous faire remonter des points et pour nous faire remonter des propositions et aussi pour prendre votre part de cette reprise. C'est-à-dire que vous avez un rôle, vous êtes des leaders d'opinion. C'est vous qui pouvez aussi dire aux autres, allez, on y va, on se redresse les manches, il y a tel dispositif, utilise-le, il y a tel élément, fonce. Et effectivement, moi, je considère que je dois être un ministre à portée d'engueulade, mais aussi que je peux faire valoir les attentes que j'ai vis-à-vis des corps intermédiaires. Merci Madame la Ministre et merci aussi d'avoir montré, je le dis sans flagornerie, on se connaît assez bien pour pouvoir se le dire, d'avoir une ministre qui n'utilise pas la langue de bois. Ce n'est pas toujours le cas et ça fait plaisir de l'entendre parce que c'est vrai qu'on a besoin de solidarité, de réalité, pour reprendre l'expression de Camus, et de discours vrai. Dans ces périodes difficiles, on n'a pas besoin d'être bercé d'illusions. Ce qui nous attend est assez compliqué pour qu'on nous fasse croire à des rêves inaccessibles. Merci Agnès Pannier d'avoir passé ce moment avec nous. Je vais repasser, si vous me le permettez, la parole à Samuel Sep pour introduire Nicolas Bouzou. Merci beaucoup à tous et bon courage, bonne reprise. Merci, bonne continuation. C'est Olivier Morin qui va s'occuper de faire la présentation. Merci Madame la Ministre du temps que vous nous avez accordé. Olivier, c'est à toi maintenant de faire l'introduction, si je ne m'abuse. Oui, alors Nicolas, je suis ravi de te retrouver à cette conférence parce que si tu te souviens bien, tu étais parmi nous en 2018 sur mon territoire en Pays de la Loire. Absolument. Et tu nous permettais d'introduire cette nouvelle action qu'on avait mis en place sur notre territoire, celle de la transformation digitale des entreprises, des PME en particulier. Alors, j'ai ressorti le livre du moment, ton livre du moment, et il était peut-être déjà à propos. Je ne sais pas si tu vas voir bien. Hein, et je me suis permis une petite coquetterie. J'ai rajouté le télétravail et l'avenir de l'homme. C'est peut-être quelque chose dont tu vas nous parler tout à l'heure. Alors, tout à l'heure, Brigitte nous en a parlé très bien de te présenter. Et je voudrais, moi, rajouter que tu nous apportes une certaine vue de la prospective, de ce qu'on peut imaginer de notre avenir. Et ça, c'est très intéressant pour nous, les entrepreneurs, parce qu'on a besoin de se projeter, d'imaginer quel pourrait être notre avenir pour imaginer des nouveaux produits, des nouvelles façons de fonctionner, des opportunités de marché. Et c'est toujours intéressant d'avoir la vision de quelqu'un éclairé sur le sujet.
Et pour compléter ta présentation, je crois que Brigitte a oublié de dire que tu es aussi depuis 2006 un entrepreneur, et c'était sans doute pour ça aussi que tu connaissais aussi bien les PME, puisque tu la vis de ton côté. Alors, 3 sujets sur lesquels moi j'aimerais tout particulièrement que tu nous éclaires. C'est d'abord un sujet de manière assez large, celui de la confiance. Comment on peut créer les conditions de la confiance pour qu'une PME puisse se projeter dans l'avenir. Voilà, les conditions d'une confiance économique. Et puis, je voudrais revenir sur 2 articles que tu as écrits le 24 mai dernier. Un dans l'expansion, où tu nous parles de Tocqueville. Alors là, je vais te laisser nous étayer un petit peu tout ça. J'ai parcouru l'article avec beaucoup de curiosité, mais je pense qu'il y a derrière ça toute une symbolique et des idées. Et puis, un sujet qui nous préoccupe tout particulièrement et que tu as abordé dans le Figaro le 24 mai dernier, il y a 2 jours, celui de la rentrée de septembre et la question du chômage, et en particulier celui des jeunes. Et il y a un sujet pour nous qui évidemment nous interpelle, c'est celui de nos apprentis. On essaye, nous, de mettre en place un maintien de nos apprentis dans nos entreprises, donc pousser l'apprentissage d'une année supplémentaire pour pouvoir les conserver dans nos entreprises plutôt que de les rendre à Pôle emploi, bêtement, et puis finalement perdre ces compétences qu'on a mis un peu de temps à développer et qu'on n'a pas fini de développer. Voilà, à toi la parole. Merci. Non, merci Olivier, merci. Bonjour à toutes et tous. Je suis vraiment ravi de vous retrouver. Alors, on dit toujours ça de façon un peu mécanique, hein. Je suis ravi de vous retrouver. Mais là, vraiment, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous vous portez au mieux. Alors, Olivier, tu m'as demandé de traiter 3 sujets. On ne l'avait pas préparé, mais c'est parfait, parce que moi, j'aime bien justement improviser. Tu m'as demandé de parler de la confiance, de Tocqueville et du mois de septembre. Alors, je vais traiter ces 3 sujets. Je vais les prendre dans l'ordre inverse. Je vais commencer par septembre. Ensuite, j'évoquerai Tocqueville et je terminerai par la question de la confiance en essayant d'être le plus opérationnel possible pour vous. Septembre sera très compliqué parce que mon devoir, c'est de vous rappeler que la récession que nous connaissons aujourd'hui, c'est la récession la plus forte depuis 1941. Nous allons avoir une baisse de la production sur le territoire français, ce qu'on appelle le PIB, qui sera comprise entre 10 et 15%. Personne d'entre vous n'a jamais connu ça. Je rappelle qu'en 2008 et en 2009, dans les pays développés, la récession a été comprise entre 1,5 et 3%. Là, nous serons à 15%. D'accord ? Donc là, je vous rappelle ce chiffre pour vous donner l'ampleur du choc qui est à l'œuvre en ce moment. Alors cette crise, c'est une crise d'une nature toute particulière, et ça d'ailleurs, c'est quelque chose qui est plutôt d'ailleurs de nature à nous donner confiance, j'y reviendrai tout à l'heure, mais ça n'est pas une crise économique endogène. C'est une crise économique que nous avons délibérément créée. Nous avons décidé d'arrêter l'économie pour protéger les individus. Parce que l'économie, c'est une discipline qui est sociale, c'est une discipline qui est physique. On se voit dans les entreprises, on se voit dans les commerces, on se voit dans les administrations. Et pour briser la chaîne de contagion, nous avons été obligés d'arrêter tout ça, ce qui a nécessité soit des fermetures administratives, soit des réorganisations extrêmement brutales. Mais en même temps, ça doit, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire que quand on se retournera sur la période présente, dans quelques dizaines d'années ou dans quelques centaines d'années, on dira, en 2020, les gens étaient très critiques envers leur époque, ils étaient très critiques envers une modernité qui était dénoncée pour son matérialisme, mais en fait, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où on a décidé, où on a accepté un appauvrissement général pour protéger la vie des individus, et qui plus est, la vie des individus les plus fragiles, parce que ceux qui sont plus en risque avec le coronavirus, ça peut être Olivier, ça peut être Bernard, ça peut être moi, mais en réalité, c'est surtout des gens qui sont des gens très âgés ou qui ont des comorbidités importantes, et donc ce sont des gens qui sont fragilisés. Donc nous avons accepté, même mis en œuvre cette récession pour les protéger. Une fois qu'on a dit ça, il faut quand même qu'on raccourcisse au maximum la récession et qu'on mette en place des mesures de politique économique qui permettent de sublimer le rebond et de protéger les plus fragiles
non pas menacés par le coronavirus, ça il faut continuer de le faire, mais les plus fragiles, menacés par la crise économique et la crise sociale qui arrivent devant nous. Parce que l'activité économique, elle remonte. Alors d'ailleurs, je vais vous donner quelques chiffres extrêmement rapidement pour bien qu'on situe là où en est la conjoncture économique aujourd'hui. Alors pardonnez-moi, je regarde ma feuille pour le coup parce que je ne veux pas vous donner de bêtises, je ne veux pas vous dire de bêtises. Si on regarde les loisirs, les commerces non alimentaires, on est encore à 50% au-dessous de l'activité normale. Ça a beaucoup remonté, hein, puisqu'au pire de la crise, on était à moins 90%. D'accord ? Mais on est encore à moins 50%. Si on prend les commerces alimentaires et les pharmacies, on est à moins 5%. Donc là, ça va mieux, mais vous voyez que c'est encore une récession, moins 5%, qui est très forte. Si on prend ce qu'on appelle les lieux de transit, c'est-à-dire les gares, les aéroports, les parkings, etc., on est à moins 50%. Et si on prend, ça c'est très intéressant parce qu'on parlait, on évoquait le télétravail, si on prend les lieux de travail en règle générale, les bureaux, on est à moins 40%. D'accord ? Donc vous voyez qu'on est dans une situation, certes, qui est en voie de normalisation, mais incroyablement lente. Les choses ne se normalisent, ne se rétablissent que très lentement. On a passé le point bas de la conjoncture, c'était il y a 6 semaines, donc ça c'est bien. On est dans une période de remontée de l'activité économique, mais une remontée extrêmement progressive. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si on ne fait rien, et malgré les très bons dispositifs qui ont été mis en place par les pouvoirs publics, je n'y reviens pas, on en a parlé avec la ministre, mais le chômage partiel, enfin l'activité partielle, parce que ce n'est pas du chômage partiel, c'est le terme courant, mais l'activité partielle, très bien, moi j'ai soutenu à fond, les PGE, très bien, j'ai soutenu à fond, mais ça, je crois que c'est Samuel tout à l'heure qui disait que c'était la partie facile, c'était la partie coma artificielle, on l'a fait, on l'a très bien fait, c'est très bien. Mais aujourd'hui, on entre dans une séquence qui est plus compliquée, qui est celle de la réanimation de l'économie. C'est-à-dire comment très progressivement on sort du chômage partiel, comment on fait en sorte, vous en avez parlé, mais c'est très important, comment on fait en sorte que les PGE, ça ne fasse pas une dette corporate absolument énorme qui se traduise par des faillites d'entreprises, et comment on fait en sorte de limiter la hausse du chômage. C'est en effet l'article que j'ai publié hier matin dans le Figaro. Alors, il y a 3 choses. Première chose, la relance. On a besoin d'une relance keynésienne. Je ne suis pas keynésien, mais on perd 15% de PIB cette année. On a besoin de relancer l'activité économique par des recettes qui sont des recettes traditionnelles. Relance de la consommation. Le taux d'épargne des ménages en France, c'est 15% sur le long terme. Là, on est à 30%. On est à 30% parce que les gens ont peur pour des raisons sanitaires et ils ont peur pour des raisons économiques. Et cette épargne, ce différentiel de 15% entre les 15% de taux d'épargne en temps normal et les 30% d'aujourd'hui, donc ça fait 15 points de différence, ce n'est pas de l'épargne qui va dans les fonds d'investissement pour financer l'amorçage des startups. Ce n'est pas ça. C'est le livret A et les comptes courants. Donc cet argent, il ne sert à rien. Bon. Donc, il faut le rediriger vers la consommation. Pas tout de suite, c'est un petit peu tôt parce que tous les magasins ne sont pas rouverts, donc on ne va pas faire un plan de relance de la consommation alors même que tous les magasins ne sont pas rouverts, et c'est quelque chose qu'on va commencer à mettre en place. Alors on commence un tout petit peu avec les chèques vacances, avec ce qu'a annoncé le président de la République aujourd'hui sur l'automobile, mais le gros de la relance de la consommation, il faudra le faire dans la loi de finances 2021, donc, qui sera présentée par le ministre de l'économie et par le ministre des Comptes publics à la fin du mois de septembre, qui sera discuté au Parlement en fin d'année et qui s'appliquera évidemment en 2021, avec des choses extrêmement classiques. Moi, je milite, par exemple, pour des baisses de TVA ciblées dans certains secteurs, mais temporaires. On ne va pas faire une baisse de TVA pendant 2 ans, mais pendant 3 à 6 mois pour soit permettre de redonner un peu de marge de manœuvre, un peu de pouvoir d'achat aux ménages, soit pour redonner des marges aux entreprises, parce que l'avantage de la baisse de TVA, c'est que ça peut aller un peu dans les marges des entreprises, un peu dans le pouvoir d'achat. Donc, les deux sont intéressants et les deux sont utiles, mais on a vraiment besoin de cette relance de la consommation, relance de l'investissement des entreprises aussi. On pourra entrer dans les détails si ça vous intéresse. Moi, je propose une accélération un amortissement accéléré ou un suramortissement fiscal, peu importe, pour les achats de robots, d'imprimantes 3D, le numérique, l'intelligence artificielle, pour faire monter vraiment en productivité les entreprises et pour les aider à ce niveau-là. Donc, on a besoin d'une relance keynésienne.
ça va faire beaucoup de dette publique, mais la dette publique, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Comprenez bien ça, mes amis. Moi, vous le savez, ceux qui me suivent le savent, je suis très rigoureux en matière de finances publiques. Mais aujourd'hui, on a besoin de relancer l'économie à hauteur des besoins. Parce que si on fait de l'austérité, je vous le dis clairement, hein, c'est vous qui allez faire faillite. D'accord? Donc, moi, je préfère qu'on fasse de la relance et de la dette publique et qu'on gère cette augmentation de dette publique. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Agnès tout à l'heure. On la gère avec des taux d'intérêt bas et avec de la croissance économique, mais il faut assumer ça. Et c'est moi qui suis très rigoureux en matière de finances publiques qui vous le dit. Donc, première chose, la relance. Deuxième chose, je crois que c'est toi, Samuel, qui en a parlé tout à l'heure. Il va falloir faire de la conversion de dette d'entreprise en fonds propres. C'est un peu compliqué à faire. Il ne faut pas le faire. On en parlait aussi avec Brigitte tout à l'heure en off. Il ne faut pas le faire pour toutes les entreprises parce que comprenez bien que ce que je vais dire est un peu dur, mais ça n'a pas de sens économiquement de donner des financements durables à une entreprise qui était en difficulté avant la crise. Il faut faire ça pour les entreprises qui sont mises en difficulté par la crise du coronavirus. Mais il ne faut pas, ou en tout cas aujourd'hui, il ne faut pas faire distribuer de l'argent à toutes les entreprises de façon indifférenciée, surtout si c'est durable. Mais ces mécanismes de dette convertible en actions, de quasi-fonds propres, de quasi-equity. C'est des choses qui ont été faites dans certains pays, notamment en Allemagne de l'Est après la réunification. Il faut des outils financiers pour faire ça, mais je pense qu'on va devoir en passer par là, parce que sinon, on va avoir une immense vague de faillites en septembre. Le point difficile, c'est septembre pour le chômage et les faillites. C'est toujours 6 mois après le point bas de l'activité. Donc, c'est vraiment septembre. Troisième chose, sur le marché du travail, il faut prendre des mesures assez classiques pour limiter la hausse du chômage. Ces mesures classiques, c'est des exonérations de charges patronales. On sait faire classiquement. Alors, il y en a déjà plus beaucoup sur les bas salaires, mais on peut faire des aides à l'embauche. Je n'y suis pas du tout hostile. Alors, tu as parlé de l'apprentissage. Je crois que c'est toi, Bernard, tout à l'heure, qui parlait de l'apprentissage. Évidemment, tu as 1000 fois raison sur l'apprentissage. Il y a des choses assez techniques à faire, mais on est en train de les mettre dans les tuyaux, c'est-à-dire permettre aux jeunes, il faut 3 mois aux jeunes, on leur laisse 3 mois en général pour trouver une entreprise. Là, il faut 6 à 9 mois avec des financements qui font le relais, le temps que les jeunes trouvent leur entreprise. Mais voilà, il faut vraiment aussi agir directement sur le coût du travail de manière directe ou indirecte pour limiter la hausse du chômage. Donc là, on a vraiment, si vous voulez, cette vague du chômage et des faillites qui est devant nous, qui est liée à cette récession extrêmement forte. Et moi, je dis au gouvernement, autant les gens de bonne volonté ne peuvent pas trop vous en vouloir de ne pas avoir été complètement omniscient en matière de masques, en matière de tests, parce que la vague du coronavirus, on ne la voyait pas venir. La vague épidémique, on ne la voyait pas venir. La vague du chômage et des faillites, on la voit venir. Elle est devant nous. On sait quand elle arrive. Et donc, il faut, dès maintenant, prendre des dispositifs. Certains doivent s'appliquer maintenant, d'autres en septembre, d'autres en 2021. Mais on voit à peu près ce qu'il faut faire. Et je serais très heureux de partager ça avec vous. Alors, je fais le lien avec Tocqueville et avec la confiance. Vous savez, moi, on m'a beaucoup dit dans le débat public ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est tout votre monde qui s'effondre. Parce que vous êtes un libéral, vous êtes pour la liberté d'entreprendre, vous êtes pour une certaine rigueur en matière de finances publiques, vous êtes pour la mondialisation, et donc, tout ce que vous avez dit, c'est faux. Parce que cette crise, elle montre bien, c'est une crise du libéralisme, c'est une crise du capitalisme, et elle montre bien que la mondialisation, c'est pas bien, qu'on a besoin des États, et donc tout ce que vous nous avez dit, c'est faux. Alors, je ne sais pas si tout ce que j'ai dit, c'est faux, j'espère pas, mais j'ai la prétention en plus de penser que tout ce que je disais n'était pas faux. Prenons quelques exemples. La mondialisation, c'est pas la fin de la mondialisation. La mondialisation, déjà, ça a commencé il y a 2000 ans, donc on ne va pas l'arrêter comme ça. Et la mondialisation, c'est des marchés extraordinaires pour vous, c'est des importations de tout un tas de choses qu'on ne sait pas fabriquer nous-mêmes. Donc, et d'ailleurs, la mondialisation, ça correspond à une baisse de la pauvreté dans le monde qui est absolument extraordinaire. Le sujet, ce n'est pas la mondialisation. Le sujet, c'est la régulation de la mondialisation.
ou plus exactement, la défense de nos intérêts dans la mondialisation. C'est là où on a été nul. Ce n'est pas la mondialisation, c'est le fait d'être capable d'en tirer parti. Parce que les Allemands, ils ne se plaignent pas de la mondialisation. Les Coréens, ils ne se plaignent pas de la mondialisation. Les Autrichiens, ils ne se plaignent pas en ce moment de la mondialisation. Nous, on s'en plaint. Ben, on s'en plaint, mais les délocalisations, la désindustrialisation, ce n'est pas lié à la mondialisation. La désindustrialisation, c'est lié au fait qu'on a sous-investi dans notre industrie. C'est lié au fait que l'industrie française, pendant très longtemps, elle n'a pas été suffisamment rentable. Elle n'a pas bénéficié de suffisamment de capitaux. C'est lié au fait que l'attractivité du site France, elle a peut-être été défendue ces 3 dernières années, mais elle n'a pas été suffisamment auparavant. Donc, ce n'est pas la mondialisation, ce sont nos déficiences en matière de politique publique. Et ça, il faut le corriger. Et pardon de le dire, mais c'est moins la question des relocalisations que la question du développement de notre industrie. Parce que, on pourra creuser le sujet si ça vous intéresse, mais allez, je mets les pieds dans le plat. On me dit, on a besoin d'usines de masques, il faut rapatrier des usines qui font des masques. Non, non. Non, on n'a pas besoin d'usines de masques. On a besoin d'usines qui éventuellement peuvent faire des masques. C'est complètement différent. Là, aujourd'hui, on a besoin de masques. Alors déjà, on aurait pu avoir des masques sans avoir des producteurs de masques sur le territoire français, hein, parce qu'on peut en acheter et en stocker à l'étranger. C'est une chose. Mais peut-être que le prochain virus, ce ne sera pas un virus respiratoire. On aura peut-être besoin d'autre chose. Si on a besoin de seringues, le prochain coup, ce n'est pas les usines spécialisées dans les masques qui vont produire des seringues. Donc, en réalité, on a besoin d'une industrie résiliente. On a besoin de développer une base industrielle. Et ça se fait comment? Ça ne se fait pas en mettant de l'argent public ou de l'argent privé, d'ailleurs, dans des relocalisations à marche forcée. Ça se fait par l'investissement. Et c'est l'investissement dans le numérique, dans les imprimantes 3D, dans les robots. Le taux de robotisation en France, c'est l'un des plus faibles des pays développés. C'est l'investissement dans ces technologies de la 3e révolution industrielle qui va redonner de la compétitivité, de la productivité à notre système industriel, qui va faire en sorte qu'on va réindustrialiser et que, éventuellement, si on le veut, le jour où on en aura besoin, on aura des usines qui seront capables de produire du gel hydroalcoolique ou des masques. Et donc, on a besoin d'une politique économique qui défende nos intérêts, mais une politique économique qui défende nos intérêts, souvent, c'est une politique qui est une politique libérale. Alors, ce que nous dit Tocqueville, et je conclurai ensuite sur la question de la confiance, parce que je pense que le plus intéressant, c'est qu'on ait des échanges entre nous. Ce que nous dit Tocqueville, déjà, c'est qu'il faut être lucide sur le changement du monde. On a beaucoup théorisé sur le monde d'après, parfois de façon bisounours. Le monde d'après, c'est en très grande partie des mutations qui étaient en germe avant la crise du Covid-19 et qui s'accélèrent. Un exemple, la puissance des GAFA. Les grands gagnants de cette période, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple, Netflix, Microsoft, c'est-à-dire les GAFA au sens large. Moi, j'ai des adolescents à la maison, beaucoup d'entre vous ont des enfants à la maison. J'étais très impressionné par le travail qui a été fait par les enseignants, auxquels je rends hommage. J'étais très intéressé de voir qu'ils n'utilisaient pas les outils du CNED, mais qu'ils utilisaient les technologies qui fonctionnent. Et les technologies qui fonctionnent, c'est les technologies qui sont produites par Apple. D'ailleurs, on utilise, je crois, ce soir une technologie produite par Apple, les technologies produites par Microsoft, les technologies produites par Facebook via WhatsApp notamment, YouTube, Google via YouTube, etc. Et donc là, je veux dire, la souveraineté numérique, ce n'est pas un sujet de bisounours, hein, c'est un sujet qui se traite au niveau européen avec un vrai marché unique du numérique, avec des capitaux pour nos entreprises du numérique et avec une politique industrielle, une politique économique qui aide les entreprises au lieu de les emmerder et qui arrête de subventionner des canards boiteux, je pense en particulier à des moteurs de recherche. Donc voilà, on a vraiment besoin d'avoir cette politique économique qui nous redonne de la souveraineté industrielle. Tocqueville, c'est un libéral et c'est l'attention portée aux plus fragiles dans le respect de la liberté et de la propriété.
moi, ce que je dis toujours, c'est que ce qui différencie le libéralisme du socialisme, ce n'est pas l'attention portée aux pauvres. Hein. Ce n'est pas ça. Ce qui différencie le libéralisme du socialisme, c'est l'attention portée à la liberté et à la propriété. Et moi, je veux qu'on mène des politiques pour l'écologie, des politiques pour les plus fragiles, extrêmement ambitieuses, mais dans le respect des libertés et de la propriété. Et ça, c'est parfaitement possible. Dans le domaine de l'écologie, par exemple, les politiques pour l'électricité verte, pour le nucléaire, les politiques en faveur de l'économie circulaire, la taxe carbone aux frontières, tout ça, ce sont des politiques qui sont des politiques de croissance économique, ce sont des politiques qui laissent beaucoup de liberté aux entreprises et ce sont des politiques très efficaces sur le plan écologique. Et puis, Tocqueville, c'est aussi la confiance dans les individus, dans les territoires. J'ai utilisé Tocqueville pour répondre à une question qui se pose beaucoup en ce moment dans le débat public, qui est pourquoi est-ce que notre gouvernement et le président de la République sont si impopulaires alors que la France n'est pas le pays qui a le plus mal géré la crise. Je ne dis pas du tout que c'est le pays qui a le mieux géré la crise, mais on voit que c'est pire dans d'autres pays, l'Angleterre, les États-Unis, le Brésil, où pourtant les dirigeants sont plus populaires qu'en France. La réponse, elle est donnée par Tocqueville. Hein. En France, on a un roi ou un président de la République, c'est pas très différent, qui dirige le pays et qui concentre énormément de pouvoir. Donc, quand on l'aime, on l'adore. Quand ça dysfonctionne, on le déteste. Et ce système, il n'est pas possible. Il n'est plus possible. Il faut vraiment redonner des marges de manœuvre au territoire. Moi, franchement, je trouve que les maires, les présidents de région aussi, avec lesquels j'ai beaucoup travaillé, mais les maires, dans cette période, j'avais fait aussi un papier dans l'Express qui s'appelait « Mon maire, ce héros », qui était un jeu de mots avec un film de ma génération qui s'appelait Mon père, ce héros. Mon maire, ce héros, parce que les maires, ils ont quand même fait un boulot absolument extraordinaire sur le plan sanitaire et parfois aussi sur le plan de l'aide économique. Et donc, il faut vraiment décentraliser davantage. Et puis, sur la confiance, je terminerai, je m'arrête pour qu'on puisse passer aux échanges, mais je terminerai par la confiance à l'intérieur de l'entreprise. Et ça, c'est très lié au télétravail. Quand on a publié La Comédie inhumaine avec Julia de Funès, on avait vraiment beaucoup mis l'accent sur cette question du télétravail. Parce que moi, ça m'a toujours passionné le télétravail, parce que j'ai toujours pensé que ça permettait de répondre, si c'était bien fait, à deux sujets. Premier sujet, l'articulation entre la vie professionnelle et la vie privée, parce qu'on évite les transports, parce qu'on peut s'organiser un peu plus comme on veut, parce qu'on est chez soi, c'est très important quand on a des enfants, par exemple. Et deuxième sujet, c'est celui de la confiance à l'intérieur de l'entreprise. Le télétravail, ça veut dire que quand c'est possible, c'est bien, il y a des tas de métiers pour lesquels c'est pas possible. Mais quand c'est possible et utilisé à bon escient, pas 5 jours par semaine, bien évidemment, mais utilisé à bon escient, c'est l'obligation de se faire confiance parce que on ne voit plus physiquement nos collaborateurs. On peut plus les fliquer. Ils sont chez eux. Et donc, on est beaucoup plus incité à les juger sur le résultat plutôt que sur leur manière de travailler. Et donc, c'est la notion de confiance. Et Olivier, tu m'interrogeais sur la notion de confiance. Étymologie de confiance, fides, la foi. Je te fais confiance. C'est un a priori. Je ne pense pas que pour notre conférence de ce soir, je ne crois pas qu'on ait signé de contrat. Vous m'avez demandé de venir, je vous ai dit je viens, on s'est fait confiance. Parce qu'on se connaît. Parce qu'on a une relation de confiance de longue date entre vous et moi. Et donc, on se fait confiance mutuellement. C'est ça, on a dû faire un call de préparation, mais c'est tout. On s'est dit, voilà, les sujets sur lesquels on avait envie de s'entendre les uns et les autres, et voilà, on se fait confiance. C'est ça la confiance. D'accord ? Et là, ça, c'est très intéressant, parce que le télétravail, ça peut être la pire des choses si c'est le flicage à distance, et ça peut être la meilleure des choses si c'est l'introduction de la confiance et, pour reciter Tocqueville, aller de relations un peu libérales à l'intérieur de l'entreprise. Voilà ce que je pouvais vous dire en introduction et j'espère que ça nous laisse suffisamment de temps pour le débat et pour les échanges.
Bien, merci beaucoup, Nicolas, pour ce magnifique exposé. Et je vous propose, cher président, de poser vos questions si vous en avez. Je vais commencer par une que j'ai vue passer qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il peut y avoir de l'éthique dans la liberté et inversement? Bien sûr. Regardez, moi j'étais passionné pendant cette crise de voir plusieurs types de comportements d'entreprise. On n'arrête pas de dire que, on a beaucoup dit que l'éthique et l'économie c'était deux choses complètement différentes et que l'intérêt général devait seulement être incarné par l'État parce que seul l'État peut être dirigé par l'intérêt général. Non, 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 c'est faux. L'État peut être garant de l'intérêt général, mais ce n'est pas toujours le cas. Et moi, j'ai vu des entreprises pendant cette crise qui se sont comportées d'une façon exceptionnelle. Parce qu'il y a des entreprises qui, en effet, ont arrêté de payer leurs fournisseurs, par exemple. Ça, c'est dégueulasse. Ça, celles qui ont fait ça. Et moi aussi, j'ai fait du name and shame. Parce que ça, ce n'est pas possible. Mais vous avez de très grandes entreprises qui ont décidé d'accélérer le paiement des fournisseurs. Vous avez de grandes entreprises qui ont, je pense à LVMH, de très grands groupes, décidé de faire du gel hydroalcoolique et de livrer du gel hydroalcoolique dans les hôpitaux. Vous avez des entreprises dans le textile qui ont décidé de faire des masques. Vous avez une entreprise que j'adore parce que je suis très client, qui s'appelle Decathlon, qui a décidé de faire des masques de plongée, de transformer des masques de plongée en masques pour les soignants. Vous avez une entreprise comme Jouve qui a décidé de faire des dispositifs d'intelligence artificielle pour mieux réguler les flux entre la médecine de ville et l'hôpital public. Donc oui, on a vu plein d'entreprises qui se sont comportées de façon exemplaire pendant cette crise. Et elles ont eu raison de le faire, parce que cette crise, c'est un traumatisme. N'oubliez pas, hein, parce que là, on est dans une période d'euphorie, parce que ça va mieux, parce qu'on recommence à bosser, et nous, on adore ça, parce que l'épidémie est en train de s'éloigner. Donc, mais n'oubliez pas qu'on a été enfermé de force pendant 6 semaines. Donc, c'est un traumatisme psychologique extrêmement fort qui va laisser des traces. Que la récession, c'est la plus forte depuis 1941. Et en temps de paix, mes amis, écoutez bien ça, c'est la plus forte depuis 1875, si j'enlève les guerres. D'accord ? Donc, il y a un traumatisme. Et dans les périodes de traumatisme, ceux qui se comportent bien, eh bien, ils recueillent encore plus d'assentiments qu'en temps normal. Et ceux qui se comportent mal, ils en payent encore plus le prix qu'en temps normal. Mais oui, j'ai vu beaucoup d'éthique et beaucoup de morale dans les entreprises et ça m'a passionné. Nicolas, j'ai une question si tu le permets. Je permets tout. Je t'ai écouté avec attention, c'est très riche et je pense qu'il va falloir qu'on décante un peu tout ce bel exposé. Mais moi, je voudrais interroger l'économiste sur les vieilles recettes que l'on sort en période de crise, si tu me permets. Bien sûr. Il se trouve que j'ai fait un peu d'économie, mais pas beaucoup, mais un petit peu quand même. Et ce que je vois ressortir, c'est dès qu'il y a des situations difficiles, les nationalisations, il faut faire payer les riches, il faut supprimer les dividendes. Tu as évoqué tout à l'heure, ça me semble important, la régulation, la planification responsable et peut-être, pour reprendre l'expression de mon maître Alfred Sauvy, la souplesse. On a besoin de souplesse en économie. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut arrêter de penser comme avant pour apporter des solutions à des problèmes qui n'existaient pas en matière d'économie? C'est ça ma question principale. Mais bien sûr, mais je suis 1000 fois… Alors déjà, pas d'accès de modestie, parce que l'économie, c'est vous qui la faites. Hein, donc, voilà. Donc, c'est plus important que le métier qu'on fait nous. Je ne dis pas que le métier que je fais moi n'est pas important, mais pour ceux qui font l'économie, c'est encore plus important. Et en plus, tu cites Alfred Sauvy, qui est quand même une référence extrêmement pointue et malheureusement pas très connue en France, alors même qu'il était français. Là, mes amis, il va falloir qu'on fasse de la pédagogie en France ces prochains mois et ces prochaines années. Parce qu'on va avoir besoin, pour relancer l'économie, de capital. Vous avez tout à l'heure évoqué la question des fonds propres. Le capital, et là aussi d'ailleurs on peut se rapprocher de Tocqueville, le capital c'est l'ami de l'économie, c'est l'ami de l'emploi, c'est l'ami des plus fragiles. Parce que s'il n'y a pas de capital dans les entreprises, c'est-à-dire si l'argent des riches, pour le dire comme ça, ne va pas dans les entreprises, alors l'argent des riches peut ne pas aller dans les entreprises parce qu'il n'y a pas de riches ou parce qu'on taxe trop l'argent des riches. Auquel cas, il n'y a pas de capital. S'il n'y a pas de capital, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de salaire, il n'y a pas de lutte
contre les difficultés sociales qui arrivent possibles. Et donc, il faut arrêter avec la démagogie anti-dividende. Il faut arrêter avec la démagogie anti-capital. Et je vois bien que les vieilles obsessions sont en train de revenir. D'ailleurs, ce sont ceux qui nous enjoignent à penser le monde d'après qui nous ressortent leurs vieilles obsessions. Et moi, je pratique le débat public. Donc, les brocanteurs qui nous ouvrent leurs vieux tiroirs pour nous refiler leur établissement de l'ISF, moi, je les subis 10 fois par jour. D'accord ? Mais le problème, c'est que des gens qui expliquent que remettre en place l'ISF ou taxer les riches, c'est peut-être de la vengeance sociale, c'est peut-être sympathique en matière de ressentiment social, mais ça n'apportera pas le début d'une nano-solution. Ça, on n'est pas très nombreux à le dire. Alors, je sais pourquoi on n'est pas très nombreux à le dire, parce que quand vous le dites, vous sentez votre malheur après, notamment sur les réseaux sociaux. Et je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Pendant le confinement, le commissaire de police est venu chez moi tellement je croulais sous les menaces. Mais là, comprenez bien qu'il ne faut pas qu'on cède sur ces questions-là, parce que si on est lâche, on tire contre notre pays. C'est ça le sujet. D'accord ? Et donc, oui, il faut faire très attention à la fiscalité. Si on refait une fiscalité progressive sur le capital comme ça existait avant 2017, ce sera moins d'investissement, moins d'emplois, moins de pouvoir d'achat, plus de pauvreté. D'accord ? Donc ça, cette pédagogie, il faut vraiment qu'on la fasse. Mais voilà, ça demande un peu de courage. Merci. Je veux bien. Brigitte. Merci. Juste, merci pour cette présentation. Effectivement, on voit bien qu'il y a un problème de trésorerie, de capitaux dans nos entreprises. Bien sûr. Si déjà on arrêtait de fiscaliser à mort l'entreprise, je ne parle pas des prélèvements dans l'entreprise, mais qu'on cessait d'imposer les résultats des entreprises, si on arrivait peut-être aussi à favoriser du prêt entre entreprises, c'est quelque chose qu'on a porté, mais apparemment ça ne prend pas. Mais du prêt entre entreprises, on a aujourd'hui des entreprises qui ont bénéficié par exemple, du PGE plus facilement. Voilà, c'est comme ça. C'est aussi une réalité. Les petites entreprises ont eu moins accès si elles avaient des résultats insuffisants les années avant. Si on pouvait favoriser ce prêt entre entreprises et que justement il y ait une espèce de convention qui fasse que ces fonds soient remontent au niveau des fonds propres, mais sans ça qu'il y ait simplement une convention pour qu'ils soient qu'ils remontent au niveau des privilèges, ça serait aussi une façon de pratiquer l'entraide entre entreprises. Ça peut être un fournisseur avec qui je travaille et dont j'ai besoin, ça peut être un client, un gros client à moi et avec lequel j'ai un peu de crainte aujourd'hui. Il y a des dispositifs comme ça qui jamais ne sont envisagés. Il faut toujours passer par la case État, régulation, la banque. Oui, parce qu'on ne fait pas confiance. Oui, c'est ça. Parce que c'est pour ça qu'Olivier, je suis très content que tu me demandais de parler de ça. Il faut vraiment qu'on bâtisse la France de la confiance, la société de la confiance. Confiance dans les entreprises, confiance dans les collectivités locales, dans la décentralisation, confiance dans les individus. Moi, ce qui m'a passionné pendant cette crise, c'est de voir que les enseignants, par exemple, ils se sont débrouillés comme ils pouvaient et ils ont fait des prouesses absolument extraordinaires. Dans les hôpitaux, moi, j'en ai parlé avec plein de directeurs d'hôpitaux. Moi, je travaille beaucoup sur l'hôpital depuis longtemps. Vous l'avez dit d'ailleurs, Brigitte, et d'ailleurs, parfois, ce que j'ai dit sur l'hôpital a été complètement caricaturé et déformé. Mais de quoi souffre l'hôpital aujourd'hui ? Il souffre d'une bureaucratisation excessive. Bien sûr qu'il y a des problèmes de moyens, bien évidemment, mais il souffre d'une bureaucratisation excessive. On ne fait pas confiance aux gens dans les hôpitaux. Et ce que j'ai voulu dire quand je disais qu'il faudrait des entrepreneurs qui dirigent des hôpitaux, mais des entrepreneurs, ça peut être vous, ça peut être moi, mais ça peut être un médecin, ça peut être un chirurgien, ça peut être un chef de service, ça peut être plein de gens. Mais ça nécessite de dire, OK, on lâche la bride,
on laisse faire des expérimentations, y compris en matière d'organisation, parce que, voilà, on considère que les gens sont des adultes, hein, il faut traiter les gens en adultes, on est souvent traité en enfants, il faut traiter les gens en adultes et il faut leur faire confiance. Sur la question de la fiscalité, alors là, je pense honnêtement que le gouvernement, d'après ce que j'en comprends, va dans cette direction, j'espère. Il y a un sujet d'impôt de production. Très clairement, vous le savez, c'est un sujet sur lequel vous avez beaucoup travaillé à la CPME, mais c'est vrai, on va dire, de toutes les organisations patronales. Aujourd'hui, les impôts, et moi j'ai fait des études là-dessus assez poussées, enfin mon équipe a fait des études assez poussées là-dessus, les impôts qui pénalisent le plus la compétitivité et l'emploi dans les entreprises, c'est les impôts de production, justement parce qu'ils sont assez arbitraires au fond, parce qu'ils ne dépendent pas du niveau de bénéfice. Donc là, vraiment, j'ai des études que je tiens à votre disposition parce que c'est assez bien étudié. Et les impôts de production sont plus nocifs en réalité que l'impôt sur les bénéfices d'entreprise, qui est un sujet, hein, bien évidemment, mais enfin qui a baissé. Mais les impôts de production, on sait que c'est extrêmement pervers. Et en France, il y en a beaucoup. Quand on les rapporte au PIB, ça représente vraiment des sommes importantes. Alors, la difficulté, c'est que ça représente aussi des sommes importantes en matière de finances publiques, hein, parce que là, on parle pas de milliards, mais on parle plutôt de dizaines de milliards. Donc, ce sont des chiffres qui sont très importants. Donc, on ne pourra pas tout faire d'un coup. Mais enfin, je pense que le gouvernement, le ministre de l'économie et le ministre du budget ont parfaitement en tête le fait que ce sont des impôts qui sont nocifs. Nicolas, Nicolas, juste une question. Nicolas, qu'est-ce que tu penses de ce fameux Small Business Act dont on parle tout le temps, notamment du public, vers les TPE, PME, dont on voit rarement le jour d'ailleurs. On en parle depuis des années. Oui. C'est vrai qu'on a vu, par exemple, que certaines régions, je pense à la région Île-de-France, font des efforts, mais tout le monde ne le fait pas. Quel est ton sentiment sur cette façon peut-être de redonner de l'oxygène à la commande vis-à-vis des TPE-PME? Est-ce que tu y es favorable et dans quelles conditions? Ou sinon, pourquoi? J'y suis favorable à 200% et je pousse énormément. Notamment, pas que pour vous, mais parce que je connais bien le secteur de l'artisanat. Je suis très sensibilisé au secteur de l'artisanat pour des raisons qui sont notamment personnelles. Ma femme est artisan. Elle est vitrailliste, un sujet que je connais très bien. Et en plus, je sais que autant pendant la crise, nous avons plutôt bien protégé les salariés, autant les artisans, les professions libérales, les petits commerçants, c'est les sacrifiés de la crise. Parce qu'on n'avait pas de bons dispositifs d'aide pour eux. On en a mis en place sur le tas. J'ai participé à toutes les réunions pour essayer de faire monter en charge ces dispositifs, mais ce sont des dispositifs qui ne préexistaient pas à la crise et donc qui ont été mis en place sur le tard et avec des moyens budgétaires importants, mais néanmoins peut-être insuffisants par rapport aux moyens. Et donc, je pense que le plan de relance, il faut notamment l'axer vers les petits, vers les plus fragiles, vers les PME, les TPE et les artisans. Et ça passe beaucoup par la commande publique. Moi, je veux bien qu'on donne des subventions, j'ai rien contre, mais je préfère qu'on donne du chiffre d'affaires. Et pour les pouvoirs publics, le chiffre d'affaires, c'est la commande publique. Et ça s'adresse à tout le monde. C'est le bâtiment public qu'on refait, c'est les vitraux qu'on rénove, c'est le fleuriste auprès de qui on va passer commande pour redécorer la mairie. Tout simplement, c'est le restaurateur à qui on va passer commande parce qu'avec la distanciation sociale, il ne va pas pouvoir faire revenir autant de clients que ce n'était le cas auparavant. Donc oui, je suis très favorable à la commande publique et je dis notamment aux collectivités locales qui ne disposent pas de la compétence économique. Je pense en particulier aux villes et aux départements. Je leur dis, faites de la politique économique par la commande publique. Après, il va falloir qu'on le formalise dans la loi par le Small Business Act. Donc, je suis très favorable. Et aujourd'hui, notamment au niveau européen, puisqu'il y avait des blocages européens, les choses évoluent. Et donc, il faut qu'on bénéficie de l'évolution des mentalités pour faire passer ça.
mais le sujet de la commande publique est très important. Et d'ailleurs, au passage, il est aussi important pour de très grandes entreprises. Moi, par exemple, je travaille beaucoup dans le domaine spatial. Si SpaceX cartonne aux États-Unis, c'est parce que la NASA lui donne des années de commandes pour aller ravitailler la station spatiale internationale, alors qu'Ariane Espace est obligé de répondre à des appels d'offres. Donc, il y a un moment où il va falloir arrêter d'être con. Voilà. C'est clair. Très bien. Merci, Nicolas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être Samuel, on ne t'a pas entendu? Et puis Brigitte, tout à l'heure, j'ai vu qu'elle voulait rajouter quelque chose et on lui a Non, c'est bon. Non, c'est bon. coupé la parole. Non, mais je sais qu'il va falloir qu'on conclue. Samuel a sûrement des choses à nous dire également. Donc, Oui, non. ce sera l'occasion de recommencer, Nicolas. S'il vous plaît. Bon, l'idée, elle est simple, c'est que ce qui en ressort là des questions, ce qui en ressort de ton intervention, et sans vouloir faire conclure, mais pour avancer un peu sur cette idée-là, c'est qu'il y a quand même une totale absence de culture économique teintée d'une forme d'égalitarisme bien frappé, et qui tend à pousser un certain nombre de choses. Je te propose, sans te réclamer le moindre droit d'auteur, que dans ton prochain bouquin, tu consacres un chapitre dans lequel tu vas apporter une réponse et tu vas expliquer aux gens en quoi un actionnaire s'enrichit en récupérant un dividende d'une entreprise, si ce n'est en payant des impôts, donc limite il s'appauvrit. Et donc je pense que cette fameuse interdiction de distribution des dividendes, avec ce mythe qu'on retirerait de l'argent, qu'on s'enrichirait sans affaiblir l'entreprise sur laquelle on retirait les dividendes. Enfin, je pense qu'il y a, c'était une petite digression, une petite boutade, mais je pense qu'il y a tout un tas d'éléments sur lesquels il faut que, sans avoir fait 10 ans d'économie après le bac, on doit être en capacité de pouvoir répondre. Il y a d'autres mythes aussi. Le fameux mythe d'Amazon destructeur, il faut juste rappeler des choses. Moi, ça ne me plaît pas de le dire, mais c'est la vérité. Il faut partir des choses vraies. La première, c'est qu'Amazon, c'est quand même avant tout 48% de petites entreprises qui n'ont pas eu les moyens de faire leur site et qui ont trouvé le moyen de refourguer sur Amazon, certes, moyennant des commissions pharaoniques, des rétro-com, des machines, ok, illégales parfois, ils ont été condamnés au tribunal de commerce de Paris, mais c'est l'occasion pour eux de commencer à travailler sur la numérisation. Et je pense que les GAFA, on ne va pas les contrecarrer en les empêchant d'exercer, parce que c'est mort, ils sont déjà implantés chez nous. Par contre, on a dans le commerce de proximité des capacités réelles d'apporter une valeur ajoutée supplémentaire à ce qu'apportent ces grosses structures-là par un service, par une proximité que par définition une plateforme, je parle d'Amazon, mais c'est valable pour d'autres choses, n'est pas en capacité d'apporter. Donc, les réponses que l'on peut apporter, et Internet a apporté une formidable chose, c'est que l'on soit LVMH ou qu'on soit la SARL du coin.fr, eh bien, on apparaît sur le même écran et que ce n'est que l'inventivité et notre capacité à pouvoir attirer le chaland et le transformer en client qui fera de nous un échec ou un succès. Mais tu as raison, mais il faut de toute façon arrêter d'opposer les uns et les autres. Et ça aussi, on l'a bien vu pendant la crise. Il y a des grandes entreprises qui ont eu un super comportement avec des PME, des petites entreprises. Amazon, c'est formidable pour certains artisans. Tu as tout à fait raison de le dire. En même temps, c'est vrai que c'est une immense entreprise, mais qui nous renvoie aussi au fait que nous, en Europe, on n'a pas été capable de faire émerger un Amazon. Parce que les Chinois, ils ont fait un Alibaba, les Américains, ils ont fait un Amazon, et nous, on n'a rien. Comme je le dis toujours au pouvoir public, la question qui devrait nous obséder, c'est pourquoi OVH n'est pas devenu Google. Et OVH, pour devenir un tout petit Google, a dû s'exporter aux États-Unis. Son patron a dû Mais bien sûr. habiter au Texas. Pourquoi, mes amis, ces 8 dernières semaines, dans toute cette économie de la distanciation physique que nous avons construite, vous avez utilisé une seule entreprise européenne. Une seule. C'est Doctolib. Toutes les autres, elles sont américaines. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui doit nous faire réfléchir et nous interpeller. Parce que critiquer en permanence Amazon, c'est la stratégie du loser. Oui, mais on a été mal servi, il faut dire aussi, puisque tu vois, sur plusieurs thèmes, ne serait-ce que sur le thème du numérique, on a été mal servi parce qu'on nous a dit, on a trouvé le nouveau Google, et j'ai vu que tu avais aussi une passion, nous avions une passion commune pour Quant. Donc, moi, je suis syndicaliste, je peux dire les noms, toi non. Moi, je vais le dire. On a rempli le tonneau des Danaïdes pour une technologie qui n'a jamais été vérifiée, et des gens qui avaient par contre suffisamment d'entre-gens pour les mettre la main sur les épaules de certains élus pour s'assurer que ça soit le moteur de recherche par défaut. Et ça, rions de bon cœur, les amis, parce que c'est avec notre pognon que ça a été fait. Non, ça me fait pareil. Donc, ça veut dire qu'on a eu chaque fois des mauvais exemples et qui nous ont tordu les bras. C'est comme quand on parle de confiance. La ministre
Panier est venu tout à l'heure nous dire il faut avoir la confiance. Toi, tu dis c'est la confiance qui va faire les choses. Mais moi, je pourrais répondre une chose, c'est que depuis 40 ans, on a fait confiance et chaque fois, on s'est fait casser les bras. Parce que, à la limite, quelqu'un d'à peu près sensé, le peu de pognon qu'il va récupérer de cette période-là, il va la mettre de côté immédiatement. Qui va être le folle qui va prendre le pognon et dire c'est bon, tout va aller bien, on va cramer le pognon, je saupoudre. C'est ce que font les gens d'ailleurs. Personne ne va le faire. Personne ne va faire ça parce que tout le monde se dit quoi? Tout le monde se dit qu'on va se faire dépecer en impôts qui vont arriver. Parce que les premières choses qui vont arriver, c'est pourquoi ne mettrions-nous pas une petite taxe sur ci, une petite taxe sur ça? Pourquoi n'existerions-nous pas en lançant un nouveau texte, une nouvelle loi en mon nom, etc., etc. Et ça, c'est quelque chose qui, à un moment donné, va arriver à une forme de... Ce n'est physiquement plus supportable. Le problème, c'est comme on le fait de manière progressive, un peu comme un supplice chinois, et qu'on serrerait petit à petit, et qui, à un moment donné, on ne sait pas trop à partir de quel moment il est mort, quoi. On sait qu'il a été étranglé, et finalement, on en vient, j'en terminerai là-dessus, Nicolas, pour avoir ton avis là-dessus, c'est que la moindre petite action gouvernementale qui vient nous libérer un tout petit peu de ce joug est considérée, on crie tout simplement au génie. Parce qu'on dit « Waouh, merci de nous laisser un petit peu plus vivre ». Et donc, tant qu'on nous laisse dans une forme comme ça de semi-coma, semi-léthargie, eh bien, on va continuer à faire ces choses-là. Et ça, c'est une difficulté à laquelle, je pense, le meilleur moyen de s'en sortir, c'est finalement le travail syndical d'inoculation de ce qu'est l'économie et en quoi il est important. Et je terminerai là-dessus. Il ne faut pas perdre de vue une chose, qui est une phrase taboue. C'est l'article 1830 du Code civil qui rappelle, bien qu'il ait été modifié à mon grand dame, l'objet d'une entreprise qui est avant tout celui de créer de la richesse. Au risque de dire un tabou et d'avoir des gens qui vont venir gratter devant ma porte, mais je te demanderai conseil, Nicolas, pour voir comment on peut faire dans ces cas-là, eh bien, je veux dire, une entreprise, elle a vocation pas à recruter, elle a vocation à créer des richesses. Et une fois qu'on crée des richesses, pour y accéder, on doit faire appel à un certain nombre de choses, notamment des collaborateurs. Et là, je vous dis ça, et je dis immédiatement la chose suivante, c'est que nous, petits entrepreneurs, on sait mieux que n'importe qui que si on n'est pas en capacité de fédérer autour d'un projet des collaborateurs, on crève tout seul et on meurt direct. Donc, qui mieux que les petits entrepreneurs pour faire de la RSE sans en faire des grandes affiches? Ben nous faisons de la RSE. Nous sommes les Monsieur Jourdain de la RSE au quotidien, nous en faisons. Et voir toute cette faune-là autour en train de jauger l'entreprise, c'est riche, c'est si. J'ai vu dans les questions tout à l'heure, ils disaient, mais nous parlons des riches. Non, on parle des TPE. Sachez, mesdames et messieurs, qu'on est toujours le riche de quelqu'un. Et toute cette économie, toute cette envie, tout ce système-là fondé sur l'égalitarisme nous détruit et de l'intérieur de surcroît. Bravo Samuel, très bien. Samuel, tu as commencé à grignoter ton temps de conclusion, mais je vais laisser quand même à Nicolas le temps de faire une brève réponse et puis on va conclure parce que je pense que nos auditeurs commencent aussi à s'impatienter de la fin de cette conférence qui est très riche. Mais ils réclament une prochaine session, nos auditeurs. Donc, ce sera avec grand plaisir pour moi. Sur la question des impôts, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que augmenter les impôts ne sert absolument à rien et est même néfaste. C'est néfaste parce que ça ralentirait la reprise économique, mais ça ne sert à rien sur le plan des finances publiques parce qu'on est passé dans un autre univers en matière de finances publiques. On est en train de faire un trou dans les finances publiques de l'ordre de 200 à 300 milliards d'euros. D'accord ? 200 à 300 milliards d'euros. Si vous rétablissez l'ISF, vous récupérez au mieux 3 milliards. Si vous doublez l'impôt sur le revenu, vous allez récupérer 70 milliards. Donc, il n'y a pas de politique fiscale qui apporte le début d'une réponse à notre question de finances publiques. Je ne suis pas inquiet pour nos finances publiques à partir du moment où les taux d'intérêt de long terme restent bas, et ça, je suis plutôt optimiste pour des raisons qui sont un peu techniques, dont on pourra reparler une autre fois. Mais ce qui va solvabiliser notre État, au sens large, l'État, la sécurité sociale, c'est la croissance. Voilà, c'est ce qu'on va être capable de générer tous ensemble. Et donc, je dis ce que je disais récemment en public, il ne faut pas se serrer la ceinture, il faut se retrousser les manches avec un super projet qui est celui de la reconstruction de notre pays après cette crise, qui est une crise extrêmement grave. Et ça, c'est important, vous, dans les entreprises, parce que ça donne un sens au travail. Comprenez ? C'est comme après la guerre, c'est comme la reconstruction après la guerre. Là, il n'y a pas eu de destruction physique, mais il y a une destruction psychologique et une destruction d'une partie de notre économie qui est à 80% une économie de servicielle, donc ça ne se voit pas. Mais il faut quand même reconstruire. Et ça, c'est en se retroussant les manches. Et moi, je trouve que c'est un projet super sympa et ça passe par la confiance. Confiance dans les entreprises,
pour avoir la puissance économique, conscience dans les territoires pour retrouver de la puissance politique, et puis confiance aussi dans la société civile pour retrouver de la puissance sociale. Merci beaucoup, Nicolas, pour cet espoir que tu nous donnes. Hein. Et pour conclure, je vais demander à Samuel de pas nous casser le moral lui non plus, mais de nous donner plein de bonnes clés, une belle conclusion pour finir cette conférence. Merci, Nicolas. Merci. Et surtout, attendez, juste un truc, c'est l'heure de l'apéritif. Ça, ce que je fais est complètement interdit. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que pendant la crise, voilà, parce que quand je viens à la CPME, on boit un coup après. Ouais. Là, on ne peut pas. Et donc, on va boire virtuellement un coup avec toi, Nicolas, je bois tout à l'heure. À votre santé, et je bois très sincèrement à votre santé. Vraiment. Avec modération. Toujours avec modération, mais avec une certaine opiniâtreté. Oui, voilà, c'est ça. Une constance. Bien, bon, on va faire, je vais faire très court. Je ne vais pas faire de conclusion parce que tout a été parfaitement dit. Je dirais que on retient deux choses. La première, c'est qu'il faut qu'on se revoie parce qu'on a tellement de choses à se dire qu'il faut qu'on se revoie dans le même format. Nicolas, si tu en conviens. Merci, de toute façon, je ne vois pas qu'on aurait pu dire non devant tout le monde, mais bon merci. Non, mais c'est ce que Nicolas appelle la confiance. Quand il m'avait dit de venir, je suis venu. Moi, j'avais cru que c'était les photos que nous avions ensemble dans un restaurant bien réputé à Las Vegas, au Consumer Electronics Show, qui t'avait obligé à venir. Et la non-communication de ces photos qui t'avait dit, allez, je vais venir aussi. Peut-être aussi. D'accord. Non, bon, ça a été très riche et merci à toi, Nicolas, de ton intervention. Et ça nous éclaircit, ça nous rassure. Tu sais qu'on imagine que dans la nuit sombre, un peu, là, il y a des phares ici ou là, un peu comme dans les films de morts vivants. Tu sais, on sait qu'il y a des endroits où il y a des gens qui sont encore sains. Et alors, on va essayer de les retrouver un peu parce qu'on a besoin de ça et on a besoin d'échanger. Et le maître mot, c'est qu'il faut qu'on véhicule, nous tous et tous les auditeurs, vous soyez en capacité de véhiculer un petit peu le discours que l'on tient. Parce que si on reste entre nous à se le dire, ça n'aura que moins de valeur. Et je pense que ça, c'est un sujet important. Et surtout, moi, je ne veux pas qu'on perde de vue un truc, quoi. C'est que la CPME, quand elle a été fondée en 1944 par Gingembre, il s'appelle Léon Gingembre, donc ça ne s'invente pas ce mot-là, l'idée, c'était la représentation du patronat réel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre président national parle toujours de ces risques tout qui se font emmerder par les risques rien. Je pense qu'il ne faut pas qu'on ait honte de ce que l'on est, de ce que l'on fait. Au contraire, il faut qu'on en soit fier. J'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises. Pas de grands discours chez nous, mais finalement, la RSE, finalement, le rapport respectueux, le sens que l'on donne aux entreprises, pas besoin de faire des grosses campagnes de communication. Le sens, il y a bien longtemps qu'on en donne à nos collaborateurs et à nos entreprises, sans quoi ils se seraient déjà tirés depuis longtemps. Et parce que rien n'est plus dur pour une petite entreprise d'agglomérer autour d'un projet des gens, les convaincre et en tirer le meilleur de chacun d'eux. Et moi, je trouve ça, finalement, il n'y a pas plus noble en réalité. Et puis, il n'y a pas de vertu plus émancipatrice que l'entrepreneuriat, parce qu'elle est ouverte à tout le monde. Il n'y a pas d'histoire de blanc, de rouge, de noir, de diplôme, de choses comme ça. C'est plutôt qu'est-ce que tu as, combien tu me le vends et quand est-ce que tu me le livres. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur facteur d'intégration que l'entrepreneuriat. Je pense qu'on devrait le promouvoir dans toutes les écoles. Et toi, Nicolas, qui vois beaucoup de ministres et qui est d'ailleurs payé pour les voir, profites-en pour essayer discrètement de faire passer ces petits messages. Je sais Est-ce que je te vois? Voilà, exactement. Et je pense qu'il faut que nous, au petit quotidien, on fasse ça. J'en terminerai là-dessus, je ne vais pas faire trop long. Merci à tout le monde. Merci au président Bernard Cohen-Haddad, président de CPME Île-de-France, de sa présence et de sa co-organisation. Merci à Brigitte Lecornet. Je ne t'ai pas cité en premier parce que c'est l'égalité des sexes. Tu passes dans le sens de Macron, président de CPME Bretagne. Merci à Olivier Morin, président de CPME Pays de Loire. Bien sûr, Nicolas Bouzou. En cachette, en back-office, Nicolas Poux, qui a fait un gros travail et qui réorganisera. Donc, on se dit vers octobre, on le fixera. On prendra date avec toi. Nicolas, c'est toi qui fixera finalement le là. Et on se reverra dans les mêmes conditions. Merci à tous. Évidemment, on n'a pas pu répondre à toutes les questions. Merci à tous de votre présence, d'avoir eu la patience d'attendre si tard. Et je vous dis à très bientôt et je vous embrasse et à bientôt. Et bon apéro. Bon apéro. Très bientôt. Salut à tous. Ciao. Bravo.